Bonsoir, merci d'être venu. Je suis toujours très très touchée, très émue. Voilà, ça me fait plaisir de rencontrer mes lecteurs. Pour vous parler de l'histoire de la République, on est obligé de faire court. C'est-à-dire que je ne peux pas vous raconter la République. Elle commence en 1792 et ça fait donc plus de 2 siècles qu'elle dure. Je vais vous parler de la naissance de la République, c'est-à-dire de ce qui a porté la République sur les fonds baptismaux, ce régime dans lequel nous vivons. Comment est-il né? Quelle est sa genèse? C'est ce que je vais essayer de vous raconter. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pourrais en parler des heures, mais j'ai mon petit camarade à droite qui a besoin de parler lui aussi. Et ce qu'il dit est tout à fait passionnant. Ce qu'il dit est tout à fait passionnant voilà, je suis tout à fait contente d'être à côté de lui. Voilà. En 1792, ça fait 3 ans que la Révolution est commencée et que le roi est l'otage de députés qui sont venus porter les doléances du peuple et qui ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le début de la Révolution? Le roi convoque les États généraux, les Français votent pour élire des délégués à qui ils demandent de porter leurs doléances au roi. Et les députés, une fois arrivés à Versailles, décident de se constituer en Assemblée nationale. Ça s'appelle un coup d'État. Ils n'avaient pas mandat pour ça. C'est une véritable prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le roi va être obligé de composer avec une assemblée qui va prendre des décisions, ce qui n'était pas dans la façon de procéder. Et personne ne leur a donné mandat pour ça. C'est un véritable coup de force. En 1792, les relations entre le roi et l'Assemblée sont extrêmement tendues parce que le roi, en son âme et conscience, et pour le roi de France, en son âme et conscience, c'est un mot qui est porteur de beaucoup de sens, a refusé de sanctionner un décret de déportation des prêtres réfractaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Les prêtres réfractaires sont des prêtres qui refusent de faire allégeance à la Constitution. Les prêtres n'ont pas à faire allégeance à la Constitution. D'abord parce que la Constitution est d'économie libérale et que ça ne regarde pas les prêtres, et parce que cette Constitution que l'Assemblée nationale devenue Assemblée constituante a concoctée est absolument contraire à tout ce à quoi la plupart des prêtres croient. Donc les prêtres refusent de signer, on les appelle réfractaires, et l'Assemblée, pour montrer comme elle aime la liberté, a rédigé un décret de déportation des prêtres réfractaires. Le roi, en son âme et conscience, ne peut pas valider cette chose-là, ça n'est pas possible. D'autre part, l'Assemblée demande au roi de signer un autre décret qui va mettre à la disposition des Jacobins, c'est-à-dire l'organisation maçonnique qui dirige les débats par derrière, 20 000 fédérés à leur disposition. Les fédérés, c'est le peuple en armes, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie à qui on a donné un fusil et un uniforme. Mettre 20 000 fédérés à la porte de Paris, aux portes de Paris, à la disposition des Jacobins, c'est mettre en danger, bien évidemment, le roi. Donc, en son âme et conscience, il a refusé de signer ces 2 décrets. Or, le roi est encore le roi, même s'il est un roi réduit. Il est quand même toujours là. Et l'Assemblée va vouloir le sanctionner pour avoir refusé de signer ces 2 décrets. Or, le roi oppose son veto, qui est tout à fait légitime. Il a le droit de poser son veto. Son veto, ce n'est pas du tout un abus. Les 2 décrets sont absolument inacceptables. Il est inacceptable de déporter des prêtres qui ont refusé, en leur âme et conscience, de signer cette allégeance à une constitution à la fois maçonnique, rigoureusement anti-religieuse et très libérale en termes d'économie. Je veux dire, c'est vraiment la fin de la France telle qu'on l'a connue, et ils n'ont pas voulu cautionner ça. Donc le veto est non seulement le droit du roi, mais on peut dire que c'est son devoir. Il a quand même été sacré, il reste le roi de France. On lui a retiré sa garde personnelle, parce que le roi n'a pas besoin d'une garde personnelle. Vous avez compris qu'il est dans un traquenard. Fin juin 1792, la violence est permanente dans les rues de Paris, et elle est absolument incontrôlée. Le 21 juin, la foule envahit les Tuileries. Le roi n'est plus à Versailles, il est au château des Tuileries. Le 21 juin, la foule envahit les Tuileries et monte dans les appartements du roi. Là, la famille royale comprend que le danger est imminent, extrêmement pressant. Les révolutionnaires mettent véritablement la royauté en danger. L'information de ce qui se passe à Paris, de ce qui se passe au château des Tuileries et à l'Assemblée circule, et le roi reçoit des pétitions de soutien. Il reçoit notamment une pétition signée de 16 000 Parisiens qui lui disent « Majesté, tenez bon ». Il faut savoir que la royauté en France est une royauté extrêmement populaire. Et 16 000 Parisiens ont signé une pétition de soutien, et également des pétitions arrivent de la province. « Majesté, tenez bon ».
On lit à l'Assemblée des pétitions hostiles qui arrivent de la province. Et des historiens un peu pointilleux verront que les pétitions hostiles émanant de la province ont été fabriquées sur place comme si elles avaient été envoyées de province. C'est-à-dire que pour contrer le soutien populaire au roi, les révolutionnaires n'hésitent pas à mentir éhontément et à faire des faux. Ils ont fait venir à Paris ce qu'on appelle des fédérés marseillais, qui sont en fait... Alors, les fédérés, je vous ai expliqué, c'est la bourgeoisie en armes, c'est le peuple en armes. Les fédérés marseillais sont en fait des gens qu'on a sortis des prisons dans la région de Marseille et à qui on a donné des uniformes pour qu'ils viennent semer la terreur à Paris. Les vrais fédérés marseillais, à cette période-là, ils sont à la guerre. La France est en guerre et les fédérés marseillais sont à la guerre. Ce ne sont pas eux qui sont venus. Donc, les fameux fédérés marseillais, c'est de la racaille qu'on a sorti des prisons, à qui on a donné un uniforme et qui viennent mettre Paris en coupe réglée. Ce sont des brigands à qui on donne absolument tous les droits. Personne ne les arrête. Ils font régner la terreur dans les rues de Paris. Le 12 juillet, on lit à l'Assemblée une adresse de Marseille, qui demande la République. Un député marseillais monte à la tribune et dit que c'est l'œuvre d'un factieux et non des Marseillais. Il sait que c'est un faux, on le fait taire et on l'exclut. Le 23 juillet, des fédérés viennent demander une convention. Une convention. Pourquoi une convention? Parce que c'est un terme franc-maçon. Une convention, ça sera une nouvelle assemblée constituante. On ne veut plus de ce régime, on veut une nouvelle constitution, celle-là ne convient pas, et on appellera ça une convention, et ils demandent la suspension du roi. Le 30 juillet, on fait circuler le manifeste de Brunswick. Brunswick, c'est le général en chef des armées ennemies. Dans son manifeste, il menace les Parisiens des dernières rigueurs militaires s'ils touchent à un cheveu de la famille royale. Or, il se trouve que le manifeste de Brunswick est un franc-maçon, les Jacobins sont des francs-maçons. Tout porte à croire que le manifeste a été écrit à la sollicitation des uns pour justifier ce qui va se passer par la suite. Le roi proteste quand il lit le manifeste en disant qu'il ne porte aucun signe d'authenticité. C'est non pas un faux, mais un document fabriqué. Il n'est pas possible que ce document soit véritablement authentique. Le roi n'y croit pas. On ne l'écoute pas. Les fédérés marseillais sont de plus en plus violents dans Paris. Ils ont tous les droits. Ils sont couverts. Personne ne les arrête jamais. Ils maltraitent les gens, ils les rançonnent, ils les poursuivent chez eux, ils les enlèvent, ils les blessent. Et il y en a même qui les tuent. Et il ne leur arrive jamais rien. Le roi proteste. Le roi ne cesse de protester contre ces violences. Le roi demande à l'Assemblée de mettre de l'ordre que lui ne peut plus faire, puisque lui n'a plus sa garde, puisque lui n'a plus l'autorité. À l'Assemblée, des députés qui votent mal sont insultés et molestés et on les poursuit jusqu'à leur domicile. On les fait poursuivre jusqu'à leur domicile par des fédérés marseillais et des fédérés bretons. C'est le régime de la terreur. Le 9 août, quand l'Assemblée se déclare permanente jusqu'à la déchéance du roi, ces députés ne seront pas là. Ils auront été intimidés et chassés. Le 9 août, c'est le dernier jour de la royauté en France. On prépare l'insurrection. Le journaliste Louis-Marie Prudhomme, qui est une source très intéressante, retenez-en-là, Louis-Marie Prudhomme était un journaliste très intéressant dans ce sens qu'il était violemment contre le roi et il dénonçait tout aussi violemment les exactions des uns et des autres. Donc il est une source particulièrement intéressante. On arrive, en lisant Louis-Marie Prudhomme, à faire la part des choses entre la vérité et la propagande. C'est très très intéressant. Et il est impitoyable avec le roi. On sent vraiment qu'il a une hostilité anti-royaliste et il est impitoyable également avec tous les abus des révolutionnaires. Voilà. Donc le journaliste Prudhomme est témoin que le peuple de Paris aime le roi et pleure sur ce qui arrive. Les Parisiens pleurent leur roi, l'autorité de leur roi bien-aimé. Le 10 août, c'est là que ça va se passer, les sections élisent dans la nuit 192 députés. Les sections, ce sont des assemblées qui siègent de façon permanente depuis le 12 juillet. Les sections sont des assemblées populaires qui se tiennent dans les églises et qui représentent les gens du quartier. Donc les sections discutent, les sections votent, les sections envoient des délégués. Et cette nuit-là, 192 délégués vont être élus la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, les gens qui travaillent dorment. Et la nuit, les décisions qui sont prises par les petits malins qui n'ont pas besoin de travailler et qui vont pouvoir faire passer ce qu'ils veulent
entre 2 et 3 heures du matin, quand il n'y aura personne pour les contredire. Donc ils élisent 192 députés qui se rendent à la mairie, à la Commune de Paris, qui était le gouvernement de Paris. Ils chassent les 400 personnes qui s'y trouvent, ils prennent leur place. C'est un nouveau coup d'État. Ça sera la nouvelle Commune de Paris, la Commune de Paris qui gouvernera la France. C'est Paris qui gouvernera la France à partir de cette nuit-là. Au petit matin, l'assaut des Tuileries est donné. C'est un déchaînement de barbarie et d'atrocité illisible. Illisible. Des hordes de plusieurs centaines de gens d'une violence inouïe vont se ruer sur les Tuileries. Le roi va s'enfuir. Il va, avec sa famille, demander asile à l'Assemblée nationale qui est juste à côté. C'est le manège, il y avait un petit jardin à traverser pour s'y retrouver. Le roi demande à l'Assemblée nationale de le protéger pendant que des atrocités sans nom se déchaînent dans son palais. L'Assemblée reçoit le roi et le prend sous sa protection, et l'Assemblée n'est pas a priori républicaine. L'Assemblée voudrait une monarchie telle qu'elle s'est présentée depuis le début de la Révolution, c'est-à-dire un roi sous tutelle. On ne veut pas renverser le roi, on veut simplement qu'il soit un gentil toutou et qu'il obéisse. Mais la Commune de Paris ne l'entendra pas de cette oreille, et la Commune de Paris imposera la République. Le roi n'est pas à l'abri, il est désormais prisonnier. C'est la fin de la royauté en France, après des siècles et des siècles de royauté. Le roi est coupable. Pourquoi? Il est forcément coupable. Je vais vous donner des preuves de la culpabilité du roi. Par exemple, tout le monde savait, et ça se disait, que le roi gaspillait l'argent du peuple en meubles d'or et d'argent et en salons à colonnes d'or incrustés de rubis et de diamants. Tout le monde le savait. Le 16 août, 6 jours après, on vient dire à l'Assemblée qu'un grand nombre des effets précieux qui remplissaient autrefois les maisons royales ont disparu. Il y avait beaucoup de meubles massifs en or et en argent, mais on n'en a retrouvé aucun. Il est probable qu'ils ont été fondus, convertis en espèces et envoyés aux immigrés, c'est-à-dire à l'ennemi. Eh bien, il n'y a pas de preuve, c'est donc la preuve. C'est la preuve par l'absence de preuve. Et c'est avec ça qu'on va juger le roi. Il y a quelqu'un qui pourrait défendre le roi sur une partie au moins des accusations graves qui pèsent contre lui, c'est son intendant, l'intendant de sa liste civile qui s'appelle Arnaud de la Porte. Il a géré les 25 millions que la Constitution allouait au roi. C'est lui qui connaît toutes les entrées, les sorties, c'est lui qui a signé toutes les autorisations de paiement, de règlement, de tout ce que le roi a commandé. Arnaud de la Porte est la personne qui pourra disculper le roi au moment de son procès. Au lieu de s'enfuir, quand il sait que le roi est à l'Assemblée, il se présente. Il va présenter ses services, il vient porter un ultime signe de dévouement. Majesté, je suis là et je viendrai témoigner en votre faveur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête immédiatement. On le met en prison et on saisit tous ses papiers. Tous ses papiers. Il ne pourra rien prouver. C'est la Commune de Paris qui gouverne désormais et qui donne ses ordres. Le 13 août, 3 jours après les événements, le roi a été conduit au Temple et mis en prison, c'est-à-dire le Temple, c'est l'ancien temple des Templiers de Paris, c'est une forteresse en plein cœur de Paris. Donc c'est transformé en prison pour l'occasion. Et pendant que le roi ne peut plus répondre pour la porte, on l'accuse d'avoir payé des libelles et des affiches hostiles à l'Assemblée. Il n'y a évidemment aucune preuve. Il proteste, on ne l'écoute pas. Le 24 août, on le guillotine. Il était un témoin essentiel pour disculper le roi d'énormité, d'atrocité qu'on raconte sur lui. La culpabilité du roi est déjà écrite dès le 10 août. C'est évident. On va supprimer la royauté en France. On va couper la tête du roi parce qu'il le faut, quelles que soient les raisons qu'on invoque. Il y a plusieurs témoins essentiels qui pourront aider également à disculper le roi, notamment sur ce qui s'est passé pendant l'assaut des Tuileries. Ils pourront témoigner à décharge contre le roi. Il y a parmi eux 2 ministres, Delessart et le chevalier d'Abancourt. Il y a également le duc de Brissac, commandant général de la garde constitutionnelle du roi. Lui pourra témoigner de ce qui s'est passé. Il y a un juge de paix, Estienne de la Rivière. Lui également pourra témoigner. Eh bien, on va mettre tous ces gens en prison ou à Orléans, où statue une haute cour qui est précisément là pour juger des cas de cette espèce. Toutes les atteintes à la sûreté de l'État doivent être jugées à la cour d'Orléans. On prend ces anciens ministres, ce juge et ce militaire, on les met dans un carrosse et on les envoie à Orléans. Le 23 août, des pétitions sont portées à l'Assemblée par la Commune
qui réclament le jugement des criminels d'Orléans. Ils disent « Il est temps que les criminels d'Orléans soient transférés à Paris pour y subir le supplice dû à leur forfait. » Leur forfait de quoi? C'est d'avoir servi le roi. Mais ils étaient payés à cela aussi. « Si vous n'accordez pas cette demande, nous ne répondons plus de la vengeance du peuple. » C'est-à-dire que les délégués de la Commune de Paris, qui ont fait un coup d'État pendant la nuit du 9 au 10 août, parlent au nom du peuple, bien sûr. Ça ne mange pas de pain. Et ils disent « Vous nous avez entendus, vous savez que l'insurrection est un devoir sacré. » C'est-à-dire que ce qu'on réclame, c'est que des prisonniers qui doivent être jugés soient livrés sans jugement. Le 25 août, l'Assemblée propose de restreindre au maximum les droits de la défense. En délai, en possibilité, les gens qui vont être jugés auront de moins en moins recours auront de moins en moins de possibilités de se défendre. Et on envoie 2200 hommes à Orléans, 2200 fédérés marseillais et bretons sous la direction d'un triste sire qu'on connaît sous le nom de Fournier l'Américain. Ils arrivent à Orléans le 30 août. Ils prennent d'assaut les prisons, ils confinent les prisonniers, qu'ils vont nourrir pendant quelques jours, une fois par jour, et les forçant à utiliser l'eau qu'ils réservaient pour les toilettes. Ils n'ont plus le droit de sortir, les prisonniers sont prisonniers de la prison. Bien sûr, les autorités orléanaises s'émeuvent et demandent à intervenir. Ils interviennent, ils vont voir Fournier l'Américain, ils disent « Nous sommes les autorités ici », et Fournier les empêche d'entrer. « Vous n'entrerez pas. » Pourquoi? Je cite. « Sacré nom de Dieu, je n'ai aucun ordre à recevoir. Quand les sacrés gueux auront tous la tête coupée, on fera le procès après. Je n'entends pas les chicanes. Tu peux aller te faire foutre. Ni toi ni d'autres n'entreront jamais dans les prisons tant que je serai à Orléans avec mon armée. » Les protestations sont envoyées à l'Assemblée. Il ne se passera rien. On embarque tous les prisonniers et on les ramène, non pas à Paris, mais à Versailles. Ils arrivent à Étampes, entre Orléans et Versailles, le 6 septembre, après un voyage de 3 jours, entassés dans 3 voitures. On a des témoignages, des rapports de ce que pensaient et de ce que disaient ces malheureux prisonniers. Quelques-uns, parfois, ils sentaient qu'ils allaient mourir, parfois, ils avaient un peu d'espoir, ils essayaient d'alerter des amis, de faire passer des messages. Ils ont compris qu'ils étaient vraiment entre les mauvaises mains. Le 8 septembre, alors le 8 septembre, pendant ce temps-là, à Paris, avaient lieu les massacres de septembre, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais pendant 5-6 jours, des massacres épouvantables ont été déclenchés dans les prisons. Et les événements dont je vous parle se déroulent pendant ces massacres de septembre. Le 8, ils repartent pour Versailles, au lieu de Paris, et le 9, devant les grilles du château, ils sont un à un abominablement massacrés par les gens qui leur ont servi de garde depuis une semaine. On va couper leurs têtes, les accrocher au pic du château. On appellera ça la vengeance du peuple, parce que c'est au nom du peuple qu'on fait tout ça. Ils étaient des témoins essentiels à décharge pour le procès du roi. On ne les entendra pas. Le nouveau pouvoir instaure immédiatement une terreur. On dit que la terreur, c'est une politique qui a eu lieu après. La terreur commence immédiatement. La commune pille toutes les propriétés de l'État et de l'Église. Ils pillent, ils volent, ils s'en mettent plein les poches. Depuis le 10 août au soir, on a fermé toutes les portes de Paris. Paris a encore des portes. Et il dit, dans les circonstances qui intéresseront le corps législatif, les passeports ne pourront être délivrés par les commissaires de la Commune de Paris que sur un certificat du comité de surveillance signé d'au moins 6 membres. Les Parisiens sont prisonniers dans Paris, ils ne peuvent plus sortir. Donc ils ne peuvent pas non plus aller raconter à la province ce qui se passe. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Les portes de Paris sont fermées. Paris est isolé de la province. Le 11, je reviens en arrière, nous sommes le 11 août, on réclame une cour martiale pour juger les défenseurs du roi et sa garde suisse. C'est-à-dire que c'est un crime que d'avoir défendu le roi. On décide de détruire toutes les statues des rois à travers la France, des statues que des siècles et des siècles de dévotion populaire à la royauté ont disséminées dans toute la France. Le 12, on interdit la presse royaliste. Ah bah oui, on a le droit d'écrire, mais uniquement si on est républicain. Marat fait enlever à son profit 4 presses nationales avec tous ses caractères, 4 presses de l'imprimerie royale, et il les prend pour lui, les presses avec tous les caractères. Le 17, vous vous souvenez les pétitions des 16 000 personnes qui soutenaient le roi? Eh bien, le 17 août, tous les signataires sont privés de leurs droits civiques. Ça leur apprendra.
On prépare de ce moment-là les massacres dans les prisons qu'on remplit à qui mieux mieux. Les massacres auront lieu début septembre, les prisons commencent à être remplies à partir du 17 août. On remplit, on remplit, on remplit, on arrête des gens, on arrête, on remplit les prisons. Le 30 août, les prisons sont pleines. On appellera ces prisonniers des conspirateurs. Et le dimanche 2 septembre à 14h30, le massacre commence. Ils dureront 5 jours et seront entièrement pilotés par la Commune de Paris. Rien ne pourra arrêter les massacreurs. Stipendiés par la Commune de Paris, on a les salaires qu'ils ont perçus, on a leur nom, on a leur prénom, on a leurs adresses, on a le nom des donneurs d'ordre, on a absolument toutes les preuves que ces massacres ont été ordonnés par la Commune de Paris, dans laquelle siégeaient Danton, Marat, Robespierre, etc. On pouvait arrêter les massacreurs, parce qu'il y avait encore une garde nationale à Paris. Il suffisait de donner un ordre, on ne l'a pas donné. 33 enfants seront tués à Bicêtre. 33 enfants rassemblés dans un lieu à Bicêtre. Les massacreurs sont rentrés, ils ont tué 33 enfants dont ils ont fait un tas. À la Salpêtrière, qui est le lieu de l'hôpital général réservé aux femmes et aux petites filles, toutes les petites filles d'un dortoir seront violées par les massacreurs. Des petites filles. 1600 innocents seront massacrés avec la dernière barbarie. La dernière barbarie. Je ne donne jamais de détails, je vous laisse deviner. Ils étaient 200 assassins et ils ont opéré alors qu'il y avait 50 000 gardes nationaux dans les rues qui pouvaient intervenir si on leur en donnait l'ordre et à qui on a demandé de ne rien faire. Robespierre dira de ces massacres « Nous n'avons point failli, j'en jure par le trône renversé et par la République qui s'élève. » La République arrive. Pour l'instant, la République est de fait, elle n'est pas encore de droit, ça vient. Dès le 30 août, Marat avait proposé l'égorgement des prisonniers, dont, selon lui, la mort délivrerait Paris d'autant d'ennemis de la République. C'est-à-dire que la République n'est pas encore née, qu'elle décrète déjà qu'elle a besoin de cadavres pour exister. On va justifier cette nouvelle République par l'intervention du peuple. Comment fait-on intervenir le peuple? Eh bien, par des élections. Les gens vont voter. Ce sera démocratique. On vous dit démocratique. L'élection est indirecte, c'est-à-dire qu'on n'élit pas un député, mais dans les sections, on nomme des électeurs qui ensuite éliront des députés. Les députés se réuniront aux Jacobins et ils seront élus à main levée et par acclamation, c'est-à-dire devant tout le monde. Pendant la campagne de ces élections ont lieu les massacres de septembre, c'est-à-dire que ces élections ont lieu dans un climat de terreur épouvantable. Des flots de sang sont déversés dans les rues, des flots de sang. L'abstention à ces élections est de 90%. Seuls 10% des Français, non, des électeurs, seuls 10% des électeurs se sont déplacés. Sur 7 millions d'électeurs, ça veut dire que seulement 700 000 se déplacent. La France compte 22 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, la Convention va être élue par 3% de la population. 3% de la population va proclamer la République. Le 20 septembre a lieu à Valmy une victoire miraculeuse de sans-culottes français qui, au cri de « Vive la nation », font reculer l'ennemi. Oh, je me souviens, moi, quand j'étais à l'école primaire, « Vive la nation », il y avait une belle photo sur un cadre, une belle photo, belle image, un beau dessin, et on nous expliquait que les sans-culottes, c'est-à-dire les Français dépenaillés, le peuple, quoi, avaient fait fuir l'ennemi au cri de « Vive la nation ». En fait, ce qu'il faut savoir sur la fameuse victoire de Valmy, c'est que d'abord, la bataille n'a pas eu lieu, l'ennemi a reculé parce qu'il voulait bien, et que Dumouriez, le général français, et Brunswick, l'allemand, étaient tous les deux non seulement francs-maçons, mais ils appartenaient à l'ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe. Qu'est-ce que c'est que cette secte? Eh bien, c'est une secte satanique, issue du sabbatéisme et du franquisme qui prône l'ordre nouveau par le chaos et le mal par le mal. C'est pour ça que Valmy n'a pas eu lieu et qu'on raconte que c'est une victoire. Le lendemain,
la République sera proclamée. À l'unanimité de 200 députés présents. 200 députés, alors qu'il y a 749 élus. Mais 200 sur 749, où sont les autres? Ils n'ont pas pu rentrer dans Paris. Ils sont restés dehors. C'est-à-dire que sur les 3% de gens qui ont voté, seul un tiers était présent, de leurs élus étaient présents pour proclamer la République. C'est démocratique, ça. 200 députés, élus par acclamation dans un climat de terreur, ont aboli 12 siècles de monarchie chrétienne au nom du peuple. Au nom du peuple. On va rendre la République à présent irréversible par l'élimination du roi. Et pour l'éliminer, on va organiser ce procès. Je vous recommande une lecture. Je l'ai faite, cette lecture, plusieurs fois. Et je vous recommande vraiment de la faire. Il faut lire le Testament du roi. C'est un document exceptionnel. Le 25 décembre 1792, le roi n'était pas encore certain de son sort. Il a rédigé un testament qu'on trouve en ligne. Et on peut même le trouver en audio. Il y a plusieurs vidéos qui diffusent un texte et qui diffusent une voix, notamment un prêtre, je crois, le testament du roi Louis XVI. Écoutez ça, lisez ça, écoutez ça. Sachez ce que la République a aboli. Qui était ce roi qu'on a mené ignominieusement après un procès truqué dont on a éliminé tous les témoins à décharge? Qui était ce roi? Qui était cet homme? Qui était ce père? Qui était cet époux? Qui était Louis XVI? Je vous défie de ne pas pleurer. Qui avait intérêt à la mort du roi? Il y en a qui voulaient garder le roi comme une potiche, mais tous les ennemis du roi n'avaient pas intérêt à laisser le pouvoir aux montagnards. Les montagnards, c'est la gauche. Les autres en face, je veux dire, est-ce qu'ils étaient tous d'accord pour supprimer la royauté? On ne sait pas. Écoutez ce que j'ai trouvé dans un livre de Madame Françoise Chandernagor, qu'elle a écrit en 1995. Ce livre s'appelle L'Enfant des Lumières. Je voudrais vous rappeler une petite chose que j'ai déjà dite à différentes reprises dans mes conférences concernant le système financier d'Ancien Régime. Le prêt à intérêt était interdit. Donc, ça s'appelle l'interdiction de l'usure. On n'avait pas le droit. Si vous voulez donner de l'argent, donnez-le. Si vous voulez le prêter, prêtez-le. Mais si vous voulez aider quelqu'un, ne demandez rien en échange. C'est dans l'Évangile. C'est dans l'Évangile. La façon de détourner l'interdit de l'usure, l'interdit du prêt à intérêt, consistait, si vous aviez de l'argent, à le donner à quelqu'un qui en avait besoin, par gentillesse, et lui, par gentillesse, il vous versait une rente. Ça s'appelle détourner le problème, mais l'argent, effectivement, circulait, et il était transformé en rente viagère. Écoutez ce que dit Françoise Chandernagor pour comprendre qui d'autre pouvait avoir intérêt à la mort du roi. Le roi de France, royaume catholique, renâclait-il devant le prêt à intérêt? On lui inventait la rente viagère, qui est sans péché. Une bonne âme offre sa fortune au trésor royal. En contrepartie, le roi ou ses représentants s'engagent à servir à l'acheteur, sa vie durant, une petite pension. Si le bénéficiaire vit longtemps, il a gagné. S'il meurt tôt, il a perdu. C'est simple, mais on peut faire plus compliqué, en pariant par exemple sur la tête d'un autre. Ainsi constituée sur un tiers, la rente devient négociable. On pourrait même, le progrès, faire un cocktail de tête. Très à la mode au début des années 1780, le cocktail de tête royale. 3 ou 4 princes, le risque est divisé d'autant. Le fin du fin dans le genre, c'est de gager sa rente sur le roi, la reine et le duc d'Orléans. Le sort se plaît à déjouer nos calculs les plus subtils. Quand en 1793, 3 têtes tombèrent, le roi, la reine et le duc d'Orléans, l'État éteignit d'un coup 850 000 livres de rente annuelle. Le ministre des Finances venait trouver le moyen de couper court. 25 millions d'euros ont été effacés de la dette d'État. L'équivalent, parce que je fais des conversions entre les anciens francs, les anciennes livres et les euros actuels. Donc 850 000 livres correspond à 25 milliers d'euros. La République a été vraiment une bonne affaire. Au passage, le ministre des Finances de l'époque, c'était un banquier calviniste genevois nommé
Étienne Clavière, qui a trempé dans tous les scandales financiers possibles. Et c'est lui qui a créé l'Assignat, qui a ruiné tant de gens. Nous sommes bien maintenant en République. Tout va bien? Non. La République a des ennemis. Donc il va falloir que la République se sauve de ses ennemis. Il faut sauver la République de qui? Du peuple, qui n'est pas républicain. Je vais vous raconter le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Joachim Villatte. Il avait 26 ans au moment où il était proche. Il a vécu dans l'intimité des chefs du comité de salut public, parmi lesquels Robespierre, Couthon, etc. Le 17 octobre 1793, donc le roi est mort en janvier, nous sommes en octobre et le procès de la reine a commencé la veille. Villatte, ce jeune homme donc, dîne avec Barère, Saint-Just et Robespierre. Les trois lui font confiance, parce que c'est un bon jeune homme, bien dévoué à la Révolution, et ils parlent devant lui, sans faire attention, qu'il pourra éventuellement répéter. Et ils disent qu'ils sont inquiets devant le grand nombre d'ennemis de la Révolution et de la République. Merci de cet aveu. Le vaisseau de la Révolution, disent-ils, ne peut arriver au port que sur une mer rougie de flots de sang. Oui, on a remarqué. Et une nation ne se régénère que sur des monceaux de cadavres. Ces gens veulent régénérer la nation. Pensez-vous que le peuple français leur a demandé de le faire? Leur plan, c'est celui de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau avait théorisé qu'il fallait que tous les citoyens aient assez et qu'aucun d'eux n'ait trop. Comment va-t-on faire? On va niveler. Il faut donner à chaque famille française une portion de terre au milieu de laquelle s'élèverait une baraque couverte de chaume. On ne veut pas qu'une seule tête dépasse. Chacun retiré au milieu de son petit arpent, avec sa charrue, passera doucement sa vie à la cultiver. C'est l'âge d'or, le retour au paradis. Barère dit que la vertu est dans la classe journalière et travaillante qui doit mener la guerre contre le surplus du peuple. Parce qu'il va falloir dépeupler, parce qu'ils ont fait un calcul qui montre que la population excède les ressources du sol pour donner ce petit arpent à tout le monde. Et ils disent il faut réduire à 700 habitants par lieu carré au lieu de 1000 qu'on y comptait. Pour élaborer leur plan, ils doivent diminuer la population de 30%. Il y a 30% de Français en trop. Il faut niveler la population sans quoi l'ordre et la stabilité ne s'établiraient jamais, sans quoi il ne pourra jamais exister de république. La République a donc besoin d'exterminer un tiers de sa population. La République s'est revendiquée génocidaire. Ah non, on ne dit pas génocide, on dit populicide quand on parle de la Révolution. Ça dit pareil, et c'est le mot exact, c'est le mot employé à l'époque. Robespierre écrit le 5 février 1794 à la Convention « Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. » Dont acte. La République est née dans l'intimidation, le meurtre, le mensonge, les massacres et un déchaînement de violence poussé à son paroxysme. Ça a été le mal absolu. Cette République s'est faite contre le peuple français. Je vous remercie. À toi. Merci Marion. Alors j'enchaîne sans attendre et je vais partir des Jacobins, là où a commencé en fait Marion, pour expliquer. Dans un premier temps, il faut comprendre que la Révolution, comme l'ont remarqué plusieurs historiens, y compris le psychosociologue et anthropologue Gustave Le Bon, est d'abord un projet religieux. Pourquoi ? Parce que les révolutionnaires, et en particulier les Jacobins, comprennent que les fondations de la France, donc d'une part l'institution monarchique, le régime monarchique organiquement lié à l'Église, la France a une base religieuse et que aucun régime, surtout si c'est un nouveau régime, qui abolit le catholicisme, la monarchie et donc l'Église, ne peut survivre dans la durée sans religion. C'est-à-dire aucun peuple ne peut être cimenté, aucune civilisation ne peut se constituer sans religion et aucune institution ne peut survivre sans idéologie dominante, on dirait dans l'époque moderne, donc sans religion. Je vais vous donner apporter plusieurs citations
à l'appui de ce que j'avance, pour que vous puissiez comprendre à partir de quelle est l'impulsion en fait de la République dite française. Par exemple, il y a l'historien spécialiste de la Révolution française très connu, Jules Michelet, qui dira à propos donc, du premier anniversaire de la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1790, il dira que c'est la première manifestation d'émergence de cette religion de la Révolution, la première manifestation de la foi nouvelle. Et en fait, à cette période-là, justement, en 1790, Marion en parlait de la constitution civile du clergé, c'est en juin 1790, après l'échec en fait de cette constitution, puisqu'une partie des prélats vont accepter cette constitution et donc vont se soumettre à la République, et une autre partie des prélats, donc dans la région centrale, vous avez ceux qui se soumettent, et dans, on va dire, toute la périphérie de la France, le reste du clergé des prélats ne va pas se soumettre. Et en fait, les Jacobins vont réagir immédiatement. Alors, le spécialiste de la Révolution française, Albert Mathiez, historien spécialiste, 1874-1932, parlera en fait d'une idée développée par les Jacobins, d'une idée de culte civique, de religion de l'avenir. Gustave Le Bon, quant à lui, parlera des Jacobins comme de religieux à la cruelle ardeur. Et à partir des Jacobins, comme vous le verrez, va se constituer une religion composite que je vous exposerai brièvement et qui va entrer en maturation tout au long du XIXe siècle pour s'établir sous la Troisième République. Je vais vous citer le philosophe français Paul Janet, 1823-1899, qui écrira à propos des Jacobins, donc écoutez, c'est intéressant. Les Jacobins se trouvaient investis du rôle qui semblait ne devoir appartenir qu'à l'Église, à savoir le rôle de décréter infailliblement le dogme du devoir social. Avec eux, la révolution devient un dogme. Donc en fait, il faut comprendre que les révolutionnaires vont créer donc en fait une contre-monarchie qui sera la République et vont élaborer une contre-église, un contre-catholicisme qui s'appellera en fait a posteriori la laïcité, donc la religion de la laïcité à partir des Lumières. Et pourquoi en fait j'ai travaillé sur ce sujet-là? Parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la République ni de la Révolution française. Le cœur de mes travaux, c'est l'influence de la Kabbale, du messianisme juif dans la modernité. Premier ouvrage a traité des origines messianiques du sionisme, de la stratégie du choc des civilisations, du judéo-christianisme, et j'ai poursuivi mes recherches que j'avais mis en attente pendant un moment pour les reprendre et montrer comment en fait ce mouvement kabbalistique et messianique s'est subdivisé en différentes branches et a donné naissance à un certain nombre d'idéologies modernes. Et en fait, le sionisme connu à la fin du XIXe siècle et XXe siècle, à apparence laïque, athéiste, est en fait la transformation d'un courant religieux messianique juif. Et on a exactement le même phénomène avec cette religion de la République qui va commencer à se forger dès la Révolution française. Et qui est le personnage qui va incarner cette transformation du messianisme juif qui va pénétrer dans la Révolution française? C'est Junius Frey. C'est un personnage majeur, très important, qui est d'ailleurs le fondateur de la loge maçonnique dont a parlé Marion. À laquelle participaient à la fois Brunswick et Dumouriez. Donc la loge des frères de Saint-Jean l'évangéliste d'Europe et d'Asie. Donc c'est une loge sabbato-franquiste qui réunit des personnages importants d'Europe, des rabbins, des banquiers, et des nobles. Des nobles, beaucoup de nobles. Et en fait, ce Junius Frey est le petit cousin du faux messie qui s'appelle Jacob Frank. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de Jacob Frank. J'ai traité de ce sujet-là dans mon premier ouvrage et dans le dernier ouvrage sur la mystique de la laïcité. Jacob Frank est un
prétendait être la réincarnation de Sabbatai Tzvi, et il voulait, dans un processus messianique actif, hâter les temps messianiques, mais par une dépravation universelle. Et donc son petit cousin, Junius Frey, appartient à la haute bourgeoisie juive d'Autriche. Il se convertit faussement au catholicisme en 1775, puis il est anobli par l'empereur d'Autriche, Joseph II. Frère de Alors, Marie-Antoinette. Junius Frey, lui, a une formation solide, c'est-à-dire une formation talmudique, kabbalistique et sabbato-franquiste, sabbatéenne. Puis il va se lancer dans sa jeunesse dans une carrière littéraire. Alors il va intégrer à, à sa culture juive et kabbalistique euh, la littérature des Lumières. Donc, Rousseau, Voltaire, et même avant, c'est-à-dire il va aussi intégrer du kantisme dans son traité théologico-politique dont je vais vous parler. En fait, Junius Frey, lorsque la Révolution française se déclenche, il va écrire des textes glorifiant la Révolution française et va entrer en France. Alors en fait, son véritable nom, c'est Moses de Bruschka. Lorsqu'il va être anobli, il va prendre le nom de Franz Thomas von Schoenfeld. Et lorsqu'il entre en France, il va prendre le nom de Junius Frey. Il arrive en France en 1792 par Strasbourg et il devient très vite, quasiment dans la foulée, un jacobin important. Donc il intègre le club des jacobins. Il entre en France avec son frère Emmanuel et sa sœur, dont le vrai nom est Esther, qu'il va marier à un autre jacobin important, François Chabot. Et donc, à la demande de ses camarades du club des jacobins, il va rédiger un traité théologico-politique très important, tout à fait méconnu, mais très important, puisque à partir de ce traité théologico-politique, on va avoir donc à partir de ce traité, on va avoir les bases de la future religion de la République. Alors déjà, ce que dit Junius Frey dans l'introduction de son traité par rapport à la religion que doit avoir la République, la démocratie, le régime libéral, il dit ceci. Donc, son traité a été écrit en 1793 et il s'appelle Philosophie sociale dédiée au peuple français. Il écrit: chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie, le système de la démocratie ou de la liberté a la sienne. Alors, lorsqu'on lit son traité, on voit beaucoup l'influence de Voltaire, de Rousseau, mais aussi on y voit l'influence de la cabale franquiste. En fait, ce que va faire Junius Frey est tout à fait important parce que il va intégrer bien sûr la cabale franquiste, qu'il va fusionner avec la cabale chrétienne, qui naît au Moyen Âge et qui va entrer en maturation au XVe siècle. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, dans mon ouvrage, dans le dernier, je retrace la genèse et la généalogie de cette cabale chrétienne qui est en fait une cabale juive qui va prendre un habit chrétien. Donc Junius Frey va fusionner la cabale chrétienne et la cabale franquiste, qu'il va ensuite fusionner avec la philosophie des Lumières, puisqu'il ne peut pas faire pénétrer en France, dans l'histoire de la Révolution et de la République française, le corpus kabbalistique de manière brute. Il va l'enrober de philosophie des Lumières. Et Gershom Scholem, qui est le grand spécialiste de la Kabbale, historien du judaïsme, va, en commentant ce traité théologico-politique de Junius Frey, écrire la chose suivante. Cet ouvrage est animé dans les passages relatifs à la religion par un radicalisme éclairé qui, aux yeux des franquistes, ne contredit nullement la mystique ésotérique, mais au contraire la complète. Pourquoi ? Parce que le franquisme, qui au départ est un mouvement messianique, apocalyptique, mais catastrophique, et catastrophiste même, qui va prôner la dépravation universelle pour atteindre les temps messianiques, va être influencé par la Révolution française, puisque ils ne vont plus attendre une rupture historique brutale pour faire entrer l'histoire de l'humanité dans la dépravation universelle et dans le chaos, mais vont intégrer la dimension progressiste de la révolution. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine manière, ils vont revenir à un des fondements de la Kabbale qui a une conception en fait progressiste de l'histoire.
les païens, certains païens avaient une conception cyclique de l'histoire, les monothéistes ont une conception linéaire de l'histoire, mais dans la Kabbale, dès le début de la Kabbale, on va avoir une dimension en fait progressiste de l'histoire, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus les secrets cachés vont être révélés, et donc on a comment dire, une dimension qualitative dans l'histoire, dans le temps qui passe. Et en fait, les franquistes, via la Révolution française, en contact avec la Révolution française, vont revenir à cette idée-là progressiste de l'histoire. Et donc, plusieurs franquistes, dans l'entourage de Jacob Frank, vont voir d'un œil favorable la Révolution française. Et le point que je voudrais souligner ici, que je souligne dans mon ouvrage, c'est que les républicains, tout au long du 19e siècle, qui vont comprendre, bien sûr, que la République a besoin d'une religion, mais d'une religion qui s'apparente, en tout cas qui ressemble au catholicisme, doit, comment dire, avoir des éléments, même s'ils ne sont qu'apparents, du christianisme qui correspondent à la civilisation française, pour adhérer au peuple français. Alors, il écrit Junius Frey par rapport à ce christianisme auquel il a fait mine d'adhérer. Le Christ révolutionnaire, donc c'est un concept qu'on va retrouver tout au long du 19e siècle dans le socialisme et aussi bien sûr dans le républicanisme. Le Christ révolutionnaire est second martyr de la saine raison, crucifié par les prêtres juifs et le prêteur romain comme désorganisateur de l'astucieuse théocratie des païens et de Moïse. C'est-à-dire que avec Junius Frey, les kabbalistes franquistes et chrétiens en apparence, on va avoir une nouvelle conception, c'est celle d'un Christ révolutionnaire, certains diront le Christ des barricades, qui aurait en fait promu à travers les évangiles une religion des droits de l'homme en fait. Et pour Junius Frey, pour les franquistes modernes, Moïse aurait masqué la religion véritable par un rigorisme juridique et qui aurait été révélé par le Christ. Et pour eux, pour Junius Frey, l'Église s'est accaparée cette religion-là, du Christ véritable, et l'a pervertie. Et donc, ils vont considérer le Christ comme le Christ donc, qui lutte contre les pharisiens, comme comment dire, un prophète anticlérical. Et donc ils vont réussir à développer toute une mythologie autour du Christ pour asseoir leur religion néo-chrétienne kabbalistique en opposition à l'Église. Vous voyez, c'est une transformation très subtile. Et l'historien et politologue René Raymond dira à propos de l'anticléricalisme, justement, donc il est né en 1918, mort en 2007, il dira, René Raymond, l'anticléricalisme n'était ni une tactique opportune, ni une manœuvre ingénieuse, c'était une cause digne de sacrifice, presque une foi, sinon une religion. En fait, il avait raison, parce que beaucoup croient que l'anticléricalisme était simplement un projet négatif. En fait, c'est un double projet. C'est un projet de destruction du catholicisme et de l'Église, mais aussi un projet positif de création d'une nouvelle religion. Positif au sens strict du terme, bien sûr. Alors, à la suite de Junius Frey, parce que Junius Frey n'est pas le seul, on va avoir tout un courant illuministe et kabbalistique à travers les loges maçonniques qui vont alimenter les républicains du 19e siècle en idées et qui vont comment dire, irriguer l'histoire de la République de ce messianisme qui avance masqué. Celui qui sera le porte-drapeau de cet illuminisme, un des premiers porte-drapeaux, hein, qui est quand même contemporain de Junius Frey, c'est Louis-Claude de Saint-Martin, qui est le porte-drapeau du martinisme. Alors lui, il naît en 1743 et meurt en 1803. Il est surnommé le philosophe inconnu. Et en fait, souvent, on lui attribue comment dire, la paternité du mouvement martiniste. En fait, le véritable père du martinisme est son maître, qui est en fait Martinez de Pasquali, 1727-1774, qui est un théosophe, thaumaturge, marane juif. Et en fait, il va l'initier à la Kabbale, il va initier Saint-Martin à la Kabbale.
Et donc ce Martinez de Pasquali est le fondateur, donc en 1761, donc bien avant la Révolution française, du rite initiatique illuministe, l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Alors Saint-Martin écrira en 1795 à propos de la Révolution qu'il est, je cite, plein de l'espoir qu'elle va réaliser l'idéal mystique qui est dans son âme et aboutir à une nouvelle forme de religion. On a donc vraiment dans la continuité du franquisme et l'idée qu'il y a dans la Révolution une essence religieuse qui est masquée, c'est-à-dire qui est recouverte de ce que les rabbins kabbalistes appelleraient une kélipa, c'est-à-dire une coque qui renferme le fruit, qui renferme son essence, et que avec la poursuite de la Révolution, cette coque-là s'ouvrira et on verra la véritable essence de la Révolution française, essence religieuse. Il dit, donc Saint-Martin toujours, je crois que sa main équitable, celle de la Révolution providentielle, a pour objet de détruire, c'est important, de détruire les abus qui avaient infecté l'ancien gouvernement de France dans toutes ses parties, abus par lesquels l'ambition des prêtres et leurs sacrilèges malversations ont eu le premier rôle. Je crois qu'après avoir extirpé ces abus si majeurs, la Providence donnera au peuple français et par la suite à bien d'autres peuples des jours de lumière et de paix. Je pense que cette espèce de commentaire, on a vraiment affaire là à un mouvement messianique, mais qui avance masqué, qui échappera à la grande majorité des historiens. On a à la suite de Saint-Martin Claude-Henri de Rouvroy Saint-Simon, 1760-1825, qui est l'auteur du livre Le Nouveau Christianisme. Donc là, on a affaire à un néo-christianisme kabbalistique qui va commencer à se révéler. Son livre paraît en 1825. Il propose donc dans cet ouvrage d'améliorer le plus promptement et le plus complètement possible l'existence morale et physique de la classe la plus nombreuse. Et pour ce faire, il importe, explique Vincent Peillon, de ne pas séparer le spirituel du temporel. C'est-à-dire que les républicains mystiques vont exiger de la part des catholiques de distinguer le temporel et le spirituel alors qu'eux-mêmes ne le font pas. Il faut vraiment insister là-dessus parce que les catholiques modernes vont tomber dans le piège, la tête la première, parce qu'ils vont dire oui, en effet, le Christ a bien dit qu'il fallait séparer le religieux et le temporel, alors que leurs ennemis qui sont en train de les abattre, eux, ne font pas cette erreur-là, puisque, comme tous les socialistes importants du 19e siècle et les républicains, comprennent, savent que du spirituel découle le politique. Et que on doit d'abord établir une religion dont va découler le reste, le politique, l'économique, et ainsi de suite. Et Saint-Simon poursuit en excluant, donc, quand il dit qu'il ne faut pas séparer le spirituel du politique, en excluant la religion catholique, apostolique et romaine, qu'il décrit comme une hérésie chrétienne et une portion du christianisme dégénéré. Alors, d'où vient cette idée ? Donc, elle est déjà ancienne, on la trouve déjà chez les Lumières, même chez Rousseau, qui est lui déiste et qui voue hégémonie en fait les prêtres, parce que lui il parle de religion des prêtres qui auraient pris en otage la véritable religion du Christ. Et en fait, c'est Junius Frey qui parle de religion dégénérée lorsqu'il parle du catholicisme. Il dit, donc ça va être repris donc par Saint-Martin et Saint-Simon, Junius Frey écrit dans son traité, la dégénération de cette religion du Christ, seule sainte et civique, cette dégénération qui a enterré dans le coin d'un compendium scolastique le point qui constitue l'ancienne doctrine du Christ, le principe de la moralité et de la félicité humaine. Et donc cette idée-là va faire son chemin chez les républicains. Et le saint-simonien Philippe Buchez, donc 1796-1865, toujours lié à la maçonnerie, et ses disciples verront la révolution de 1789 comme le début de la réalisation sociale de l'évangile. Donc on ne va pas... Donc, en fait, tout au long du 19e siècle, on va avoir des républicains qui vont
s'intéresser en permanence aux hérésies chrétiennes. Ils vont d'ailleurs, durant le 19e siècle, essayer d'opérer des conversions au protestantisme. Mais le protestantisme n'a jamais pris en France, on l'a vu dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, ils vont chercher d'autres éléments mystiques et religieux, et comme tous ces éléments-là sont déjà prêts dans les loges maçonniques, ils vont les récupérer et essayer à partir de ces éléments, de forger une religion. On poursuit, hein. Donc je vous fais la chaîne des penseurs transmetteurs avec Pierre-Simon Balanche, 1776-1847. Donc lui, il va avoir une certaine influence sur les Saint-Simoniens à la suite de Saint-Martin. Vincent Payon explique que Balanche établit une parfaite continuité entre l'évangile et la révolution. Le sens révolutionnaire de l'évangile, pour lui, comme pour les traditionalistes, la vérité vient du passé, mais ce passé n'a pas le même sens. Alors en fait, il parle des traditionalistes mystiques français comme Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, qui, eux, comme les autres illuministes, voient la Révolution française comme une expiation, en fait. Ils disent, nous sommes en train d'expier nos fautes, donc les Français sont en train d'expier cette faute majeure qui a été d'adhérer à la modernité, au matérialisme. Donc ils voient, notamment en plus on est au 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle, et donc ces Joseph de Maistre et de Bonald, par exemple, vont dire que à la fin de cette expiation, processus révolutionnaire qui est une expiation, il va y avoir comment dire, une ère nouvelle de restauration de la tradition. Et ils vont commettre une erreur majeure puisqu'ils vont avoir une posture politique de passivité alors qu'en face leurs ennemis sont dans un processus actif de corrosion. Et je pense que c'est un problème qui va, comment dire, qui va être transmis à leurs héritiers, non pas à des gens comme Maurras qui, eux, vont vouloir entrer dans l'action politique, pas religieuse vraiment, mais dans l'action politique pour contrer la révolution. Et ça va être une erreur majeure puisque si les contre-révolutionnaires avaient, comme ces traditionalistes-là, voulu combattre la révolution, ils auraient dû lui opposer un projet religieux comparable à celui qu'ils proposaient. D'ailleurs, eux, les républicains, en sont tout à fait conscients. Alors, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on rentre dans une nouvelle phase avec un personnage important qui est Edgar Quinet, qui est initié à la franc-maçonnerie en 1848 et qui va comprendre que le catholicisme, même transformé, n'est absolument pas compatible avec la République parce que le catholicisme a une histoire très solide, à la fois solide et rigide, puisque la religion catholique va se forger au niveau institutionnel sur le modèle romain, donc institutionnalisé, très solide. Et le réformer, pour réformer cette religion, ces institutions, il faut un effort majeur. Alors, il propose donc d'abandonner le catholicisme, mais il propose une stratégie Edgar Quinet, qui va être reprise plus tard par Ferdinand Buisson et Jules Ferry. Il propose, donc, il dit la religion historique et politique de la France est le catholicisme, alors je propose la séparation stricte de la société civile et la société ecclésiastique. On est, comment dire, ce sont les prémices de la loi de séparation de 1905 en fait. C'est une stratégie qu'il propose. Alors, en parallèle de cette stratégie, c'est-à-dire chasser l'Église des écoles, de l'espace public, il va proposer toujours cette religion, ce néo-christianisme kabbalistique et messianique. Donc il propose de créer une école laïque, républicaine, ce que feront Ferdinand Buisson et Jules Ferry, et via cette école, comment dire, faire des futurs républicains des messies collectifs. Alors là, il faut revenir à un concept kabbalistique.
Dans l'histoire de la Kabbale, il y a eu des évolutions. Dans la Kabbale espagnole, on a le concept de messianisme actif, c'est-à-dire qu'on peut hâter les temps messianiques dans un premier temps par des actes de piété, dans un second temps par des actions politiques. Et à partir du XVIe siècle, avec la Kabbale lourianique d'Isaac Luria, donc Isaac Luria va décréter que le seul et unique moteur de l'histoire est le peuple juif. C'est lui qui va hâter les temps messianiques par une réparation, le tikkun olam, par une réparation du cosmos. Et à partir de la Kabbale franquiste de la Révolution française, on va élargir aux non-juifs ce rôle de moteur de l'histoire. Dans le républicanisme, ce sont les élèves de la République, les citoyens de la République qui vont être ces messies, qui vont constituer ce messie collectif. Et dans le socialisme, il y a un sous-chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme, ce sont les classes laborieuses, c'est le prolétariat qui va être la classe messie de l'histoire, le moteur de l'histoire. Alors, Edgar Quinet parle d'un christianisme universel et il parle d'un socialisme de l'humanité moderne. C'est ce dont je viens de vous parler. Et il dit, alors Edgar Quinet, hein, dans un chapitre de son livre un chapitre qui s'appelle Le Sauveur, que c'est bien un sauveur, un médiateur qu'il vous faut élever dans chaque homme. Il faut qu'il puisse porter sans fléchir une humanité nouvelle. Et en fait, ce projet-là va être accompli, comme je vous l'ai dit, par Jules Ferry d'un côté et Ferdinand Buisson de l'autre. À partir de 1879-1880, Jules Ferry se retrouve à la tête de l'instruction publique et Ferdinand Buisson se retrouve à la tête de l'école primaire. Donc lui, Jules Ferry, va s'occuper de la première étape de cette stratégie d'Edgar Quinet, c'est-à-dire chasser l'Église de l'école et de l'espace public. Et Ferdinand Buisson, lui, va faire pénétrer ce néochristianisme kabbalistique dans l'administration et dans l'école. Alors, qui est Ferdinand Buisson? Personnage important, né en 1841, mort en 1932. Il fut le cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme, le président de la Ligue de l'enseignement de 1902 à 1906. Le directeur de l'enseignement primaire, donc de 1879 à 1896, et sous la présidence de Jules Ferry, et en 1905, le président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État. Alors, à la tête de l'école primaire, il a comme projet, donc il prétend révéler le véritable christianisme en abattant le catholicisme considéré comme une hérésie. Donc on est toujours dans ce projet kabbalistique initié par Julius Frey. Et il va, alors je vais quand même vous lire ça, donc il considère cette nouvelle religion de la République comme un perfectionnement moral. Il dit que la religion du Christ introduit du divin dans l'homme, de l'infini dans un être fini, etc., etc. Et il va, en fait, dans un premier temps, ouvrir une église, puisque lui, c'est un protestant, mais pas un protestant qui défend un protestantisme libéral en rupture avec le luthérianisme, le calvinisme. Il crée en fait une église pour tous, pour les athées, les rationalistes, etc. Et il est soutenu dans son projet par Jules Michelet, Edgar Quinet et Victor Hugo. Victor Hugo, à qui il écrit une lettre du 10 juillet 1869, où il dit à Victor Hugo qu'il veut créer une vaste franc-maçonnerie au grand jour. Comment il va le faire? Donc il va instiller dans l'école primaire cette idée, donc via les hussards noirs de la République, hein, donc les instituteurs de la Troisième République. Il va instiller cette idée que c'est l'humanité c'est une idée gnostique, hein, panthéiste, c'est l'humanité qui porte Dieu en elle, et que, comme je vous le disais, le projet d'Edgar Quinet, et que ce sont les élèves de la Troisième République, les futurs citoyens, qui vont accomplir la révolution, puisque la révolution est un processus qui commence, mais qui ne s'arrête jamais, qui ne coïncide qu'avec les temps messianiques eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Vincent Payon explique, c'est important, Vincent Payon est un chercheur spécialiste de l'histoire de la République, il a été ministre de l'Éducation nationale, comme vous le savez. Ministre du sexe à l'école. Voilà. Il dit
c'est important. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce sont les hussards noirs de la République. Donc, tout est dit. On a une nouvelle religion, un nouveau temple, de nouveaux messagers, et cette religion-là qui s'est forgée à partir de la Révolution française et qui va se formaliser tout au long du XIXe siècle. Et lorsque, en fait, Jules Ferry, à partir de 1880, va chasser l'église de l'école et de l'espace public, Ferdinand Buisson va avouer lui-même quelle est la finalité de ce projet. Il écrit, Ferdinand Buisson, que ceci vise à enlever à l'Église la suprématie qu'elle avait conquise sur l'État dans les établissements même de l'État. Donc, on va chasser l'Église, on va laisser le terrain vierge d'une certaine manière pour pouvoir instiller cette nouvelle religion. Alors, ensuite, en 1905, ce qui va se passer, c'est que donc, Ferdinand Buisson, qui va être à la tête de la commission parlementaire de séparation des églises et de l'État, cette loi de 1905 qui n'est pas la laïcité. Dans la loi de 1905, le mot laïcité n'apparaît pas. Il ne faut pas confondre la laïcité et la loi de 1905. La loi de 1905 est l'arme de la laïcité pour en finir définitivement avec le catholicisme. Ça commence avec la Constitution de 1790 et ça se termine avec la loi de 1905. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au long du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, le catholicisme va se renforcer dans certaines régions et les républicains vont prendre peur et achever le catholicisme avec la loi de 1905, notamment en confisquant ses biens. Ça avait déjà commencé en 1790 et ils vont abattre définitivement le catholicisme et l'Église en France en la désarmant totalement. Définitivement, quand tu y vas, Et en fait, ce qu'il faut comprendre et garder en tête, c'est que la loi de 1905 n'est pas un juridisme, ce n'est pas la neutralité axiologique de l'État, puisqu'il n'y a pas de neutralité en réalité. Les républicains et les socialistes en sont conscients. Ils savent qu'il faut un projet positif, une religion pour la République, pour le nouveau régime, sinon il s'effondrera. C'est pour ça, comme j'explique dans mon ouvrage, que depuis le début des années 2000, les gardiens du temple de la République proposent une 6e République et une régénération. Ils parlent de régénérer la religion de la République, et ce depuis le 19e siècle, parce qu'en fait cette religion ne prend pas. Les institutions de la République en réalité ne prennent pas. C'est pour ça qu'il y a eu une instabilité chronique depuis 1789. D'ailleurs, Jean Jaurès lui-même dira que seul le néant est neutre, qu'il ne peut donc pas y avoir de neutralité. Jules Ferry, lui, dira, de façon plus cynique, « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. Mais puisque du spirituel découle le politique, il admet qu'il n'y a pas de neutralité religieuse non plus. » Mais je conclurai avec l'affirmation de Vincent Peillon par rapport à cette loi de 1905, qui est un aveu. « Face à du positif, il faut du positif, dit-il. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive, conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. » Je terminerai là-dessus. Merci. L'usure a toujours été combattue.
toujours été combattu par la religion, par les rois également. La France était le dernier pays à résister à l'usure, puisqu'en pays protestant, il n'y avait plus de problème. Hein. C'était l'Europe catholique qui résistait à l'usure et plus l'Europe protestante qui ne voyait pas d'inconvénient à s'enrichir. Donc, la façon dont les gens ont quand même toujours trouvé le moyen d'emprunter de l'argent et ça a quand même toujours fonctionné. Je veux dire, c'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau à l'époque des Lumières, parce que les Lumières, ça se situe à la moitié du siècle. Hein, c'est autour de 46, 47, 48, 49, 50. Enfin, c'est dans cette période-là que les premiers écrits tombent. Il est question de glorifier l'usure. Ce que veulent les philosophes, ce que veulent des gens comme Turgot notamment, mais Jérémy Bentham et d'autres, ce qu'ils veulent, c'est que l'usure soit considérée comme quelque chose de bien. Voilà, l'argent est une marchandise comme une autre. L'usure a été considérée par la Révolution, l'argent a été considéré par la Révolution également comme une marchandise comme une autre. C'est-à-dire que il n'y a pas eu que le désir de couper court à la dette de l'État en coupant les rentes. Il y a eu, en coupant la tête de ceux sur qui étaient gagées les rentes. Il y a eu véritablement une organisation le prêt à intérêt est devenu libre. Au bout d'un moment, l'argent est devenu tellement cher que les gouvernements successifs ont décidé de mettre un plafond à l'usure, mais globalement, l'idée de la Révolution, c'était l'argent est une marchandise comme une autre et liberté du commerce. La Révolution française, c'est une révolution bourgeoise. Les bourgeois, ce ne sont pas les ouvriers qui produisent de leurs mains, ce ne sont pas les paysans qui qui travaillent la terre. Les bourgeois, ce sont ceux qui manient tout le reste. Donc, ceux-là ont voulu la généralisation du commerce de l'argent comme d'un commerce comme un autre. La situation de la France à la veille de la Révolution, c'est depuis à peu près... la France est un pays prospère, la France produit beaucoup, la France est un pays très riche, avec une agriculture florissante, un artisanat extraordinaire et tout. Mais ce qu'on appelle le mouvement des Lumières essaye d'insuffler dans l'oreille du roi Louis XV d'abord et puis Louis XVI après, l'idée que l'agriculture se meurt, que le monde ouvrier attend des réformes extraordinaires et qu'il faut absolument supprimer les carcans qui empêchent le bon développement d'une économie saine. Le mot économie date de cette époque-là. Hein. L'économie, c'est un mot qui est inventé à ce moment-là. Donc ces gens, qu'on appelle les gens des Lumières, alors l'encyclopédie va leur servir de support, mais Voltaire sera le plus bruyant, mais pas forcément le plus prolifique. Vous avez des gens qui ont écrit des choses beaucoup plus sérieuses que celles de Voltaire, vont essayer de convaincre le roi qu'une économie libérale va libérer la productivité, va supprimer la pauvreté, on supprimera les impôts, on va régler tous les problèmes. C'est la grande offensive libérale qui va se faire en trois temps. Le premier, c'est 1762, première expérience libérale. On supprime la police des grains. La police des grains est l'organisation royale qui surveille que le pain du peuple n'enrichit pas des gens indûment, c'est-à-dire que le pain va être vendu au peuple au prix que le peuple peut l'acheter. C'est la fonction du roi d'être nourricier. Donc en 1762, on aura réussi à convaincre le roi qu'en supprimant la police du grain et en laissant les marchands librement déterminer le prix des subsistances, on va enrichir tout le monde. Première expérience absolument désastreuse, émeute de la faim partout, c'est pas guerre des farines, c'est pas encore, ça sera bientôt, mais je veux dire des émeutes absolument partout, les paysans courent après les convois de blé, ils arrêtent les barges sur les canaux, enfin c'est vraiment... Et c'est une situation qui va déclencher des pics de misère qui sont indus en temps de paix, c'est-à-dire que le peuple français a l'habitude, quand il y a des grands cataclysmes comme une guerre ou des inondations ou des grandes sécheresses, enfin des catastrophes dites naturelles, le peuple a l'habitude qu'il y ait des pics de cherté des subsistances. Pas en temps de paix. En temps de paix, c'est inouï, en temps de paix, c'est indu, en temps de paix, c'est injuste. Il n'y a aucune raison que ça se fasse. Et c'est ce qui se passe en 1762, 63, 64, 65. L'expérience va durer. Le roi Louis XV s'est laissé absolument convaincre que ça allait régler les problèmes de tout le monde.
Quand les premières émeutes se déclenchent, on lui explique que oui, mais enfin qu'il faut que les gens s'habituent, donc on attend, et puis finalement, le roi Louis XV est revenu, il est revenu sur ce qu'il avait dit, il a rétabli la police des grains, et en matière de monde ouvrier, il avait été question également de supprimer les corporations. La corporation, c'était l'organisation de métiers qui fixait des règles extrêmement contraignantes, mais extrêmement protectrices pour le monde du travail. On ne pouvait pas exercer un métier si on n'était pas incorporé, et quand on entrait dans une corporation, on entrait dans une espèce de famille avec toute une hiérarchie. Donc c'était extrêmement contraignant, peut-être, mais c'était extrêmement protecteur. Et toutes les merveilles de la France, toutes les merveilles qui nous restent encore, qui n'ont pas encore été détruites, regardez bien autour de vous, tout ça, ça date d'une période où les ouvriers étaient incorporés. Donc le progrès a consisté, c'était le progrès a consisté à l'époque à dire on va laisser chaque ouvrier travailler comme il veut, on va supprimer les corporations. Et là-dessus, Louis XV est revenu et il a rétabli les corporations. Deuxième temps, Louis XV est mort, Louis XVI arrive et il appelle au pouvoir Turgot. Et là, Turgot, c'est le libéralisme absolument déchaîné. Il va déclencher véritablement la guerre des farines, ça va être des émeutes sur émeutes. Et la situation s'aggrave, c'est-à-dire que le discrédit tombe sur le roi. Il faut comprendre une chose, c'est que Louis XVI n'a pas perdu la tête uniquement le 21 janvier 1793, il l'a perdu quelque part au mois de mai 1775, quand il a accepté de recommencer l'expérience libérale, mais en pire, c'est-à-dire quand les gens arrivaient au marché pour acheter du pain qui était à un prix prohibitif, et que quand non, c'est pas les émeutiers, c'était les ménagères qui arrivaient au marché et à qui on disait que le pain était à ce prix-là, ou alors que quelquefois même il n'y en avait plus suffisamment. La police des grains faisait en sorte sur les marchés que le grain arrive à certaines heures et qu'il reparte à certaines heures, et on n'avait pas le droit de vendre le grain nulle part ailleurs que sur le marché. Or, à partir de la réforme libérale, les marchands peuvent aller chez le producteur, directement chez le fermier, et lui emmener tout son grain, et les ménagères arrivent au marché et il n'y a rien. Donc cette expérience a été absolument dramatique, ça a été des révoltes sur révoltes, et le roi, qui s'était engagé à soutenir Turgot, a continué, le jeune Louis XVI, hein, il était tout à fait inexpérimenté et mal préparé, il a soutenu son ministre, et il a essuyé des émeutes où les gens ne comprenaient pas, le roi ne peut pas vouloir ça, et si le roi l'avait voulu. Et je pense que la guerre des farines qui s'est faite au printemps 1775, sous le ministère de Turgot, a très très largement contribué à discréditer la royauté. Le roi était là comme père nourricier, et à cette période-là, il a cessé de l'être. Quand il est revenu en arrière et qu'il a rétabli, puisqu'il a renvoyé Turgot, rétabli la police des grains, et la même chose pour les corporations, qu'il a rétabli les corporations après les avoir interdites, le discrédit était quand même largement tombé sur la royauté. À la veille de la Révolution, pour une raison que je n'ai pas encore réussi à déterminer, parce que je la cherche, parce que j'ai des choses à écrire là-dessus, le roi Louis XVI est revenu à une certaine politique libérale. Je ne sais pas qui l'a convaincu de ça, mais il y a en matière de circulation des subsistances une nouvelle tentative, une nouvelle attaque des libéraux. Les libéraux sont des gens qui sont tout autour du roi et qui lui expliquent que le progrès c'est ça, que la raison c'est ça, que l'intelligence c'est ça, que tout ce qui était avant c'était obscur, que c'était barbare, Et Louis XVI a fini par comprendre, j'ai lu des textes de sa main, enfin je n'ai pas vu les originaux, mais où on voit qu'il avait compris qu'il était en train de se faire influencer par des gens qui ne pensaient qu'à leur profit, et son travail n'était pas, enfin son rôle de roi n'était pas de donner des garanties à ces gens-là. Toujours est-il que, à la veille de la Révolution, l'offensive libérale a repris, donc vous avez des misères indues, et il y a surtout quelque chose d'absolument terrible, qui est un traité de libre-échange qui a été passé avec l'Angleterre. Et pendant toute la période où la paysannerie, parce que les paysans ne font pas que produire, ils achètent également. Un paysan, ça va également au marché pour acheter son pain. Pendant toute la période où la paysannerie a vu que ses revenus baissaient, on lui a proposé en alternative des travaux à la maison, des travaux de soutien de l'industrie. Et une grande partie de la paysannerie commençait à faire des travaux à domicile. Le traité de libre-échange de 1780, je ne veux pas te dire de bêtises, 6, 7 ou 8, c'est dans ces eaux-là, a fait
a déversé sur la France des quantités de produits anglais qui étaient beaucoup moins chers que les produits français, parce que les Anglais ne payaient pas leurs ouvriers. Ça faisait belle lurette, ça faisait 100 ans, eux, qu'ils avaient fait leur révolution et qu'ils avaient transformé leur paysannerie en véritables esclaves, des esclaves d'usines, de manufacture. Donc des produits à bas prix ont déferlé sur la France et ont déclenché une misère effroyable. Une misère effroyable. Il y a eu des émeutes absolument terribles, terribles, terribles. La veille de la Révolution, la France a faim, la France a mal. C'est pas parce que le clergé, le tiers-état, etc. C'est parce que des expériences libérales successives ont mis à mal la part la plus fragile de la population. Donc voilà où se situe voilà quelle est la situation économique au début de la Révolution. Et bien évidemment, dès que la Révolution est enclenchée, toutes les mesures libérales sont prises et inscrites dans le marbre, ça sera constitutionnalisé, la libre circulation des subsistances, etc. Donc la Révolution, c'est la victoire de ces gens-là. Et le travail de sape, alors le travail de sape a commencé avant, mais le travail de sape actif de la royauté commence avec l'encyclopédie et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Et quand je vous dis que vous ne pouvez pas ne pas pleurer en lisant le testament de Louis XVI, vous comprenez que au moment de mourir, il a compris. Il a compris. Et c'est ça qui est absolument poignant, parce qu'il demande pardon de ses fautes, quoi. De toute façon, il n'était pas coupable de tout ce dont on l'accusait, c'est-à-dire de traîtrise, de tout ça, c'était des inventions absolument mensongères des révolutionnaires. Mais il a compris qu'il avait écouté des sirènes qui n'étaient pas les bonnes et qui s'étaient éloignées de son rôle de roi. Et que, voilà. Quelles sont les influences réciproques entre les Lumières et la cabale franquiste? Les Lumières ne sont pas un produit de la cabale. Par contre, ils vont influencer les franquistes qui, eux, sont dans l'attente d'un événement catastrophique. Parce que c'est ça qu'attend Jacob Frank, hâter la dépravation universelle, mais aussi l'attente de l'événement majeur, puisque dans ce messianisme juif en particulier, il y a l'attente d'une rupture. Et lorsque la Révolution française se déclenche, les franquistes, dont Junius Frey, vont voir la Révolution française comme cet événement majeur qui était attendu. Mais il est vrai qu'avant même que la Révolution française ne se déclenche, il y avait des loges maçonniques, dont celle créée par Junius Frey en 1780, qui étaient déjà actifs et qui diffusaient les idées, les concepts de la cabale franquiste en particulier. Donc quand la révolution se déclenche, les kabbalistes franquistes, dont Junius Frey, vont se tourner vers la France, vont se tourner vers la révolution et l'accompagner par la suite. Et il sera aux Jacobins, avec les montagnards. Ouais. Il sera du parti des montagnards, puisqu'il mariera sa sœur à François Chabot, Ouais. qui est vraiment Ouais. ce qu'on appelle un montagnard de proie, c'est-à-dire les voleurs, les seigneurs du pauvre peuple. Quelles sont les origines de la philosophie des Lumières? Où puise-t-elle sa source? La source des Lumières, vous savez, le libéralisme économique, ça fait longtemps qu'il piaffe pour entrer. Le libéralisme, à l'origine, il y a quand même le protestantisme qui veut... le protestantisme est une façon... une des ruptures du protestantisme avec le catholicisme consiste à dire qu'on ne peut pas être sanctifié par la pauvreté, on est sanctifié au contraire par la richesse. Donc s'enrichir, c'est bien. Donc il y a une espèce de glorification du commerce, des activités enrichissantes. Et voilà, c'est quand même... 200 ans avant. Oui, c'est 200 ans avant. Ce qui va faire l'apogée des Lumières, je sais pas, c'est un peu dur à dire. Il y a le recul de l'autorité du roi par la régence. Après le règne extrêmement autoritaire de Louis XIV, il y a une période qui est la régence qui va durer jusqu'à 1715 et 1723, où vraiment les faiseurs d'argent vont arriver au pouvoir. Le régent va libérer toute l'opposition que le roi Louis XIV avait bridée, et il va lancer la première expérience d'enrichissement en dormant, à savoir l'expérience de l'eau, où on achetait
On achetait une action le matin à 10 francs, on pouvait la revendre l'après-midi à 15 et puis la racheter à 16, la revendre le surlendemain à 22, etc. jusqu'à... Donc il y a eu cette expérience au début du XVIIIe siècle d'enrichissement indu qui a largement sapé beaucoup de choses dans la moralité publique. Notamment, on a vu des nobles, des familles extrêmement prestigieuses de la noblesse d'épée se compromettre à faire du trafic de café et de savonnette, enfin des trucs qui ont attaqué les valeurs qui étaient communes, qui étaient celles de cette société. Et d'année en année, les faiseurs d'argent ont pris de plus en plus d'importance. Et puis les faiseurs d'argent, au mi-temps du siècle, ont réussi à théoriser leurs grandes idées en faisant passer ça pour le nouveau bien, pour la raison. Maintenant, les origines, elles peuvent être religieuses aussi. Moi, si je regarde par exemple la façon qu'avaient les jansénistes, qui n'ont pas fait partie des grands faiseurs d'argent, puisqu'ils étaient essentiellement juges, leur façon de se présenter comme élitistes. Vous avez les gens qui ont reçu la grâce d'un côté et les autres qui ne l'ont pas. Leur philosophie est très proche de celle des Lumières, c'est-à-dire que il y a le peuple, c'est la racaille, c'est les gens qui ne sont pas élus, c'est les gens qui sont les gens de rien, et puis il y a nous au-dessus qui avons la grâce. Eh bien, on peut faire un parallèle entre les gens des Lumières qui disent nous avons la raison, nous avons l'intelligence, nous savons, et le bas peuple qui n'y comprend rien. Par exemple, je me suis amusé un jour à comparer une référence janséniste religieuse sur les élus et la grâce avec une référence tout à fait parallèle tirée de l'encyclopédie écrite par Diderot qui dit le peuple et les philosophes. Le peuple ne réfléchit pas, le philosophe a la raison. Et c'est cette espèce d'élitisme de classe, c'est un élitisme de classe, ce sont des gens qui simplement parce qu'ils sont au-dessus du commun des mortels vont théoriser qu'ils le sont parce qu'ils sont eux plus intelligents, eux ils sont plus c'est pas plus cultivés, ils ont l'esprit avec eux, ils ont la raison avec eux. C'est cette conviction qu'ils vont commencer à développer et par l'intermédiaire de la maîtresse du roi, qui était Madame de Pompadour, qui était issue de milieux tout à fait faiseurs d'argent, qui vont petit à petit comme ça grignoter, saper la royauté. Et quand le roi avait besoin d'argent, et un roi de France avait toujours besoin d'argent, quand on avait des solutions miracles à lui proposer, on disait Majesté, là on a un super truc, on va supprimer la police du grain, tout le monde va s'enrichir, et bien le roi, en l'occurrence Louis XV, puis Louis XVI, ont écouté ces sirènes-là. Donc le mouvement de sape à la fois de la royauté chrétienne et du catholicisme en tant que tel, c'est-à-dire qui dit que ce qu'on veut obtenir, c'est le bien commun et pas l'enrichissement d'une élite, ça fait des siècles que ça dure. Et la Révolution, c'est l'apogée pour les Lumières et également pour les protestants. Les protestants sont très, 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 très impliqués dans la Révolution française, extrêmement impliqués dans la Révolution française. Pour aller dans le sens de Marion, à partir de la révolution, parce qu'il faut appeler ça une révolution, la révolution protestante, on va avoir une deuxième révolution dans la révolution qui est le calvinisme. C'est véritablement Calvin qui va faire entrer cette praxéologie vétérotestamentaire, c'est-à-dire ce rapport à l'argent, à l'économie et à l'usure, et surtout cet inégalitarisme structurel qui va vraiment prendre pied en Angleterre, parce que justement la famille anglaise, la structure familiale anglaise qui est inégalitaire, profondément inégalitaire, va accompagner le calvinisme et le développer. C'est-à-dire que la structure familiale qui va produire la culture de la société et surtout le rapport des différentes catégories sociales entre elles, donc à l'intérieur d'un pays, et le rapport d'un peuple à un autre peuple, va produire, comment dire, une sorte de fusion, une symbiose parfaite en fait entre le calvinisme d'un côté et la culture anglaise. De plus, au lendemain de la révolution cromwellienne, il y a eu cette alliance entre Olivier Cromwell et la communauté juive d'Amsterdam via Ménasseh Ben Israël, et qui a permis en fait aux commerçants et aux banquiers juifs d'Amsterdam de s'installer à Londres, ce qui va créer plus tard la City et qui va faire de l'Angleterre à la fois le siège
idéologique mondiale du libéralisme, du calvinisme, du messianisme, et aussi la première puissance impériale internationale, c'est-à-dire la première puissance mondiale thalassocratique. Donc en effet, ça va avoir des effets par la suite en France, puisque la première révolution protestante, c'est-à-dire le luthérianisme, ne va pas réussir à prendre pied en En France. France, oui. Donc en Ce fait, sera un quelque échec, part, ouais. la Révolution française va être la pénétration du protestantisme en France sous une autre forme. Parce que, notamment avec Louis XIV, on va avoir définitivement les protestants qui seront chassés de France. Pour revenir à la question qui m'était posée sur les origines, effectivement, l'Angleterre, sur les origines des Lumières, l'Angleterre a une influence terrible, mais l'Angleterre, elle était en Angleterre, c'est Voltaire qui est allé la chercher, hein. Il y a une anglomanie qui traverse le siècle, tout ce qui vient d'Angleterre c'est génial, tout ce qui vient d'Angleterre c'est bien, parce que ces gens-là sont riches, et que quand ils arrivent en Angleterre et qu'ils voient des riches qui sont extrêmement prospères, ils ne voient pas qu'il y a des laboureurs qui se suicident dans les rues, et ça ne les intéresse pas, et l'Église sert de modèle pour l'enrichissement. C'est d'ailleurs un petit peu toujours le cas, hein. Il y a toujours une espèce de fascination pour la façon dont les Anglais réussissent à faire de l'argent, hein. Je crois que c'est encore vrai. Mais le XVIIIe siècle est effectivement le siècle de l'anglomanie, qui va nous introduire la franc-maçonnerie à partir de 1720, et l'anglomanie va continuer comme ça pendant tout le siècle. Voltaire a une part importante dans l'influence médiatique, au niveau du média de l'époque, hein, le mot n'est pas choisi, au niveau de l'opinion, voilà, on disait l'opinion, aujourd'hui on dit les médias, on disait l'opinion, il a eu une influence assez radicale là-dessus. D'ailleurs, c'est la dynastie des Stuarts qui va être chassée d'Angleterre à la fin du XVIIe siècle et qui va s'installer en France. Donc, ils vont s'installer en France par dizaines de milliers. Ce sont eux qui seront à l'origine des premières loges maçonniques européennes et françaises à partir de 1725. Donc, il y a véritablement un lien entre libéralisme, révolution cromwellienne, révolution protestante et maçonnerie, qui va ouvrir la voie, bien sûr, à la Révolution française. Alors la franc-maçonnerie a évidemment son importance là-dedans, hein. Il y a des loges absolument partout, partout, partout. Il y a des loges partout, partout. Il y a un auteur à lire pour voir l'influence de la franc-maçonnerie dans le déclenchement de la Révolution, c'est Augustin Cochin. Retenez ce nom. Il explique tout ça, il a épluché sur deux régions tout à fait distinctes, qui sont la Bourgogne et la Bretagne, je crois. La Bourgogne, c'est sûr, la Bretagne, c'est moins sûr, mais enfin sur deux régions assez distinctes. Il a étudié à la loupe les cahiers de doléances. Et il a vu l'influence des loges. Ça, c'est absolument à lire, hein. Une référence incontournable. Augustin Cochin, mort à la guerre de 14, comme la République savait faire. Avons-nous une chance d'assister à la fin de la République? Ça y ressemble. Et Bon, là, on dirait qu'elle s'effondre sur elle-même, là, pour le moment. Maintenant, ils vont peut-être nous en sortir une sixième, je sais pas. ce que j'explique à la fin de mon ouvrage, en fait, en guise de conclusion, c'est qu'on voit justement le temple de la République s'effondrer. C'est pour ça, comme je l'ai dit, depuis une quinzaine d'années, ils songent à une sixième République. Il faut voir que donc, depuis la Révolution française, donc Révolution, Première République, Empire, Restauration, Deuxième République, Re-empire. Empire, Second Empire, Troisième République, Quatrième, Cinquième. En fait, cette instabilité démontre une chose, c'est que la greffe de la Révolution et de la République n'a jamais pris N'a jamais en pris. France, premièrement. Et deuxièmement, en fait, on voit que les républicains n'ont de cesse de faire des réformes institutionnelles pour pallier en fait à un manque qui est un manque de spiritualité. La religion fait défaut à la République. Il y a cette religion occulte, la laïcité qui est dans le saint des saints du temple de la République, mais comment, c'est la question que je pose au début de mon ouvrage et à la fin, comment est-ce qu'un peuple peut adhérer à une religion dont il ignore jusqu'à l'existence? Donc aujourd'hui, on est dans une phase critique qui est en fait la suivante. Lorsque une religion fait défaut à un peuple, les institutions, l'institution, le régime sur lequel est assis cette religion
qui fait défaut justement, commence à s'effriter. Et lorsque cette religion a définitivement disparu, l'institution, le régime s'effondre et on rentre dans une période d'anarchie. On y est là, hein. Et ce qu'on voit actuellement avec le détraquage de la démocratie, de la social-démocratie et du jeu des partis, c'est la traduction de cela. C'est le fond du problème est un problème religieux. C'est ce que démontre Emmanuel Todd dans son livre qui s'appelle Après la démocratie, que je reprends d'ailleurs dans mon ouvrage. On est dans la phase finale de cette crise politique qui est en fait une crise religieuse et on peut anticiper une période d'anarchie à venir. Percevez-vous des signaux positifs quant à cette chute du régime républicain? Je pense qu'on n'échappera pas à la violence. Je pense qu'on n'échappera pas à la violence. Moi, des signes d'espoir et des signes positifs, j'en vois quand même quelques-uns. Moi, écoutez-moi comment je parle. Il y a encore 5 ans, j'étais républicaine. Il y a encore 10 ans, j'étais à gauche. Je veux dire, il y a une prise de conscience qui est en... Je ne suis pas toute seule. Moi, je suis symptomatique. Hein, je ne suis pas du tout... Et il y a énormément de choses qui se passent. Il y a Internet qui est intervenu dans l'intervalle. Les gens savent beaucoup plus maintenant qu'ils n'avaient les moyens de savoir. Je pense que la conscience collective est quelque chose qui avance beaucoup. D'autre part, quelque chose que je suis vraiment, vraiment à même de constater, c'est un retour au catholicisme indéniable. Indéniable. C'est comme que Youssef disait tout à l'heure, l'effondrement définitif de l'Église. Définitif, on ne sait pas. Hein. L'effondrement, il est là, on peut le voir. Mais définitif, je ne sais pas. Il y a 15 jours, j'ai dîné avec une vingtaine de jeunes, il y avait 4 catéchumènes devant moi. Tac, 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 tac. Des jeunes autour de entre 20 et 30 ans. C'est intéressant quand même. Il y a un retour de quelque chose. Ce que ça va donner, je ne suis pas prophète. Vraiment, ni je ne suis prophète, ni je ne suis Madame Irma, donc je ne sais pas. Que la conscience collective bouge en ce moment, c'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, ça ne s'arrangera pas comme ça, gentiment, en votant pour les bons et en attendant que ça s'arrange. Il y aura nécessairement une période d'anarchie. Il y aura forcément du chaos. Ça pourra déboucher sur quelque chose de positif à moyen terme, mais l'anarchie est inévitable, à mon sens. La laïcité va-t-elle finir par être ouvertement décrétée religion d'État? Non, ça peut pas être ça peut pas être une religion au grand jour parce qu'en essence, c'est une religion qui est occulte et qui est inaccessible. En fait, c'est comme par exemple dans la gnose. Vous n'avez la connaissance, la véritable connaissance de Dieu que lorsque vous avez été initié et que vous avez un niveau de connaissance spirituelle et intellectuelle nécessaire. Les grandes religions historiques sont des religions, on va dire, qui sont proches des peuples, Qui parlent aux gens, compréhensibles par tous. Or, la religion de la laïcité est une religion qui est par essence kabbalistique, et la Kabbale, dès les origines, a été une science, entre guillemets, réservée à une élite, même dans le monde juif. C'est-à-dire que là, je ne suis pas entré ici dans les détails, mais dans mes ouvrages, je rentre plus dans le détail de ce qu'est la Kabbale. C'est extrêmement complexe. Moi-même, pour comprendre les concepts kabbalistiques et ensuite son influence dans l'histoire, il m'a fallu beaucoup de temps. Et vraiment beaucoup de temps. Et je peux vous dire que psychologiquement, passer des journées entières à étudier la Kabbale, Moi, je me demande si on ne peut pas faire un parallèle entre la laïcité, qui est une religion d'élite, et le christianisme, qui est la religion pour tous, telle qu'elle a été vécue. Hein. Et puis, d'un autre côté, la République, qui implique une élite qui s'en met plein les poches et qui manipule, et puis la royauté, qui était quand même essentiellement populaire. La royauté était populaire. La République ne l'a jamais été comme la royauté l'a été. C'est indéniable. C'est indéniable. En quoi consiste la laïcité conçue comme religion? Alors, c'est justement ce que j'expliquais, c'est que c'est un messianisme en fait, c'est un processus messianique, et en fait, c'est pas une véritable religion parce qu'elle ne relie rien. Et en fait, dans un premier temps, il y a eu un transfert de souveraineté, j'en parle dans mon second ouvrage, un transfert de souveraineté de Dieu à l'État, ça a été opéré par Jean Bodin, Hobbes par la suite, et puis dans un second temps, on a attribué une mystique, plutôt on peut appeler ça une mystique, à cet État divinisé. Donc c'est pas
une religion en tant que telle, c'est un processus messianique, comme je le disais. C'est pour ça que Vincent Peillon dit que il a raison, la révolution est un processus et qui ne culmine qu'avec les temps messianiques eux-mêmes. Ce n'est pas une véritable religion. Si c'était une religion, elle pourrait parler à tout un chacun, mais ce n'est absolument pas le cas. En quoi elle consiste? Bon, je vous renvoie à mes ouvrages où là je- j'analyse le génome de Ouais. cette religion, le dernier vraiment sur la laïcité. Mais dans mon premier ouvrage, j'analyse plus largement ce qu'est la Kabbale et le messianisme juif dans sa globalité. Est-ce qu'on peut dire que les valeurs de cette religion, la morale de cette religion, c'est l'égalité homme-femme, l'antiracisme, tout ça, ça fait partie. Alors C'est pas ça, très très motivant non on peut plus. dire que ça, ce sont ses avatars. Oui. Ce Oui, sont mais enfin, ses ce sont avatars. les valeurs qu'elle met en avant. Oui, bien Ce sûr. sont les valeurs Ce qu'elle met sont en ses avant. avatars. Les valeurs de la laïcité, ça va être l'égalité. Moi, j'ai lu le rapport du Haut Conseil de l'égalité à propos de l'égalité homme-femme, un truc qui a été pondu là récemment, mais c'est à hurler de rire, c'est à hurler de rire. Ça ne dit rien. C'est obsessionnel de l'égalité. Égalité de quoi? Vous voulez que les petits garçons soient égaux avec les petites filles. Alors, attendez, c'est quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et c'est effectivement, ça sonne comme religieux, c'est un dogme. Il faut être égaux, donc là, on va supprimer. Par exemple, ils réforment complètement la grammaire. Ils disent pas les choses qu'ils ont dites, mais les choses que elles ont dites. Mais c'est exaspérant. Mais alors, Ça pareil, va s'effondrer, c'est une évidence. pour- Ça pour- correspond pas. Ça correspond pas à une demande. C'est ridicule, c'est obsessionnel, c'est. alors, pour ce qui est de l'égalitarisme, on le trouve aussi en essence dans le processus révolutionnaire, par exemple dans les écrits de Julius Frey chez les Républicains et dans le socialisme. C'est aussi un processus historique, messianique et dialectique, parce que on va accéder, alors avec le marxisme, ça va être vraiment net, on va accéder à l'égalité universelle par la lutte des classes, c'est-à-dire donc Programme. la classe Enthousiasme. messie de l'histoire pour le socialisme, le marxisme en particulier, ça va être le prolétariat qu'on va jeter, envoyer contre la bourgeoisie. Et lorsque ce processus messianique et dialectique aura abouti, on vivra dans un paradis terrestre sans classe. Vous voyez, avec le féminisme, c'est encore comment dire, le même principe, c'est-à-dire qu'on va opposer les hommes et les femmes dans une dialectique, dans une tension, justement, faire éclater les familles pour accéder à ce que j'avais dit dans mon deuxième ouvrage, peut-être un paradis transsexuel. C'est-à-dire on affronte thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Là, dans mon ouvrage, donc j'ai deux sous-chapitres. Donc, dans un chapitre qui s'appelle le 19e siècle mystique, un sous-chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme, et l'autre, la mystique républicaine. Donc, j'analyse les deux et je les compare, et en fait, leur structure, la structure du socialisme et du républicanisme, c'est la structure du messianisme juif. Parce que, en fait, le messianisme juif est structurellement, comment dire, dans une sorte de tension. Par exemple, on va retrouver ça dans le socialisme, dans le messianisme juif, il y a une tension entre un mouvement restaurateur, c'est-à-dire on va restaurer l'Éden paradisiaque, parce que dans la Genèse, le paradis est terrestre, et ce mouvement-là, restaurateur, va entrer en tension avec un mouvement, comment dire, utopiste, c'est-à-dire qu'on va vers les temps messianiques, et les temps messianiques sont à la fois comment dire, un paradis terrestre restauré et à la fois une utopie qui n'a jamais existé. Et il y a dans la dimension utopiste des éléments restaurateurs et dans la dimension restauratrice des éléments de l'utopie. C'est une tension. Et on va retrouver ça dans le socialisme. Donc dans le socialisme, on a un mouvement progressiste utopiste et un mouvement restaurateur. Je vous renvoie au rêve de Robespierre et consorts, hein, sur l'égalité des citoyens qui auront chacun leur petit arpent avec leur petite toit de chaume, qui implique qu'on zigouille 30% de la population Voilà. pour y arriver. Voilà. Le retour au catholicisme confronté à un islam importé ne participe-t-il pas au choc des civilisations prévu par le projet messianique?
ça, la question du choc des civilisations et l'origine messianique de cette stratégie, je l'ai développée, exposée dans le premier ouvrage. Mais c'est pas en fait contradictoire, parce que comme je le disais, le processus révolutionnaire et républicain doit coïncider avec les temps messianiques. Et en fait, les temps messianiques, comment dire, ce qui doit se passer, un des événements précédant les temps messianiques, c'est le chaos général. Général, c'est-à-dire la guerre mondiale et la guerre civile généralisée, y compris en Europe. Et le- les mouvements migratoires de masse peuvent être considérés comme un des moteurs de cette guerre civile généralisée, puisque, comme je le disais, le projet messianique est un projet qui fonctionne en dialectique. C'est-à-dire que on oppose les classes, on oppose les sexes et on oppose aujourd'hui les races et les religions. Et les On va générations. utiliser, ce que je disais l'autre jour à Radio Courtoisie, on va utiliser les classes, enfin les masses migratoires comme nouveau moteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va faire passer l'histoire à un autre niveau, c'est-à-dire un saut qualitatif par le chaos. Donc cette République française, cette Révolution française, a un début et a une fin, et cette fin, ce sont les temps messianiques eux-mêmes. Et c'est pour ça que le Rav Touitou disait il y a quelques mois, l'islam c'est le ballet d'Israël. Mais en fait, c'est pas l'islam, c'est euh, une idéologie qui s'est déguisée en islam, à savoir le wahhabisme, qui est aujourd'hui utilisé dans comment dire, dans ce projet messianique. J'analyse dans mon premier ouvrage un passage du Zohar, livre mystique majeur rédigé entre 1280 et 1286, où il est écrit clairement que Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans, vont semer le désordre partout dans le monde et que Édom, c'est-à-dire l'Europe chrétienne, y répondra en attaquant Édom, en attaquant Ishmaël. Donc cette stratégie du choc des civilisations, c'est une stratégie messianique et on voit lorsqu'on analyse sur le plan politique, géopolitique et historique l'origine du wahhabisme qui aujourd'hui finance les mosquées wahhabites qui financent le terrorisme, on voit qu'il y a une alliance objective, de fait, entre les pétromonarchies wahhabites, Israël, leurs alliés et les États-Unis. C'est une stratégie du choc des civilisations qui est en train de s'accomplir, mais qui a été fabriquée de toutes pièces. Pour ce qui concerne les catholiques, j'arrive pas à voir comment ils pourraient rentrer là-dedans. Je vois pas de. Moi, je vois bien une radicalisation. En réaction. Oui, En c'est pas une réaction. radicalisation chez les catholiques. C'est vraiment un retour aux sources, mais qui n'est justement pas radical. Je veux dire, c'est un retour aux sources. Voilà. Je, je comprends bien le point de vue pour l'islam, mais qui est quand même exogène. Je ne vois pas que le retour aux sources catholiques puisse représenter un danger. Mais la confrontation, elle se fera avec les populations, catholiques ou non. Hein. C'est la population autochtone, qu'elle revienne au catholicisme ou pas. Mhm. Je veux dire, l'exaspération du français de base face à ce qu'il perçoit comme une invasion, elle est complètement indépendante du fait qu'il soit catholique ou pas. Hein. Qu'il Mais aille à il- la messe ou qu'il se mais- réclame de la laïcité. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il peut y avoir une réaction, c'est-à-dire, des fois j'observe des gens qui vont revenir au catholicisme face, enfin, en observant des musulmans qui croient revenir à l'islam, qui est en fait un wahhabisme, comme je l'ai dit, il peut y avoir cela, mais pas forcément à très grande échelle. Mais ce qui manque surtout en Europe, c'est ce qui a réussi à sauver l'Europe au lendemain de la décadence romaine, c'est-à-dire ce sont les évêques, c'est le catholicisme, c'est une église. C'est ça qui a sauvé l'Europe en fait. Absolument. Donc, et c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire des organisations religieuses structurées qui vont empêcher, ou en tout cas lorsque la décadence viendra, lorsque l'anarchie se produira, restaurer la stabilité. Aujourd'hui, l'Église est quasiment inexistante sur le terrain Mm. et l'islam, je dirais, les autorités islamiques, ce sont des autorités totalement virtuelles. D'ailleurs, les soi-disant autorités islamiques qu'il y a en France sont toutes sous les ordres du ministère de l'Intérieur et des hommes politiques. La mosquée de Paris, l'UOIF, émanation des frères musulmans, ce ne sont pas de véritables autorités. Ils organisent des foires une fois par an au Bourget, mais ça ne fait pas une autorité C'est les religieuse. marionnettes du Ouais. pouvoir. Et d'ailleurs, tous les types qui s'excitent, qui partent faire un pseudo-djihad en Orient, ou qui se, comment dire, resalafisent, passent même pas par les mosquées en plus, ils passent par YouTube.
C'est sur YouTube qui découvre qui croit découvrir l'islam qui est en fait un wahhabisme. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire de France que le roi était chassé de Paris ou le pouvoir royal contesté. Pourquoi cette fois-ci ne se releva-t-il pas? Je crois qu'il y a les facteurs que je vous ai dit, à savoir que la royauté s'est grandement discréditée depuis une cinquantaine d'années. Le roi a toujours un soutien populaire, mais il n'est plus ça n'est plus ce que ça a été. Je pense que ça n'est plus ce que ça a été. Je pense que le libéralisme économique a gravement sapé l'autorité du roi. Quand j'ai découvert ce que c'était que la guerre des farines, j'ai dit le roi a perdu la tête, non pas le 21 janvier 93, mais le 1er mai 75. Pour vous donner une idée de la gravité des changements en cours, Turgot décide en 1775 qu'on va lâcher le prix du pain, qu'il n'y aura plus aucun contrôle et que, bon, il a vidé les greniers, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de blé d'avance. C'est-à-dire pour bien mettre la pression sur la loi de l'offre et de la demande, il vide les greniers. Alors que de temps immémoriaux, on a toujours rempli des greniers. Donc il les a vidés. Bon. Et dans le même temps, il va supprimer les corporations. Il dit il y aura plus de corporations, les salaires vont être négociés. Donc les salaires risquent de baisser et le prix du pain va augmenter. Il y a quelqu'un qui va voir Turgot en disant dites-moi monsieur le ministre, si le prix du salaire, si le salaire journalier baisse et que le pain augmente, comment va faire l'ouvrier pour nourrir sa femme et ses enfants? Il dit il y arrivera toujours, il n'y a qu'à mettre sa femme et ses enfants au travail. C'est-à-dire que 1er mai 1775, le travail des enfants... Mais attendez, c'est pas ça la royauté en France. Là, il y a quelque chose de brisé. Là, il y a quelque chose de brisé. C'est inouï, quoi. Ça, c'est pas la France. Ça ne l'était pas, puis ça l'est devenu. Je pense qu'il y a un travail de sape qui s'est fait vraiment pendant tout le siècle et qui fait qu'on arrive à la veille de la Révolution à des aberrations comme ça. Et puis, c'est pas un vain mot, on a effectivement mis les enfants au travail. On a effectivement mis les enfants au travail. Les enfants, ils ne sont pas là pour travailler. Les enfants, ils sont là pour jouer ou pour apprendre. J'ai l'impression qu'il y a un capital de confiance qui a été terriblement entamé. Et regardez comme les calomnies ont fondu sur le roi. Regardez, il s'est passé quand même quelque chose d'assez symptomatique. Pendant la crise de juillet, c'était juillet 89, écoutez, je ne me souviens plus exactement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une période où effectivement le blé manque. Quelqu'un comme le duc d'Orléans, qui est cousin du roi, et qui est très très grand propriétaire de terres, hein, il a des terres considérables, il resserre son blé, il le met de côté, il attend que les prix montent, et il va en distribuer en disant c'est le roi qui resserre le blé. La propagande marche. C'est effrayant. Ce que ce type a fait, c'est effroyable. Ce que Philippe dit égalité, hein, il se fera appeler Philippe égalité plus tard, a fait contre la royauté, c'est hallucinant. Hallucinant. Mais vous vous rendez compte sur des arguments comme ça, comment on peut exciter les gens? Alors, ce qui ne veut pas dire que les Français ont cessé d'être royalistes et qu'ils ont adhéré à la fameuse religion de la laïcité, puisqu'on a vu, par exemple, en Bretagne et en Vendée, des soulèvements rigoureusement héroïques qui se sont terminés de la façon que maintenant on sait, on n'a pas toujours su. Mais globalement, les révolutionnaires sont rentrés quand même dans un terrain qui avait été largement labouré avant, quoi. Les foules révolutionnaires avaient faim tout le temps. C'est pas normal, dans un pays comme la France, c'est pas normal qu'on ait faim. Quand vous regardez des films ou des téléfilms sur la période, les gens ils avaient faim parce que le clergé et la noblesse ils prenaient peu de tout, c'est pas vrai. Les gens avaient faim parce qu'il y avait un système économique qui était en train de se mettre en place et qui faisait que les gens qui avaient intérêt à ce que le peuple ait faim étaient au pouvoir. Ils avaient les commandes. Toutes les émeutes les plus épouvantables qui ont été organisées pendant la Révolution, c'était des gens qu'on allait chercher dans les faubourgs, on leur donnait de l'argent. Vous n'avez pas d'argent, on vous en donne. Les massacreurs de septembre, c'était des gens du peuple. Je ne dis pas que c'était forcément des gens qui étaient affamés, c'était des gens qu'on a payés. On leur a dit, voilà, il y aura un salaire pour faire quelque chose. Il y avait un chômage terrible. Du chômage, le prix du pain beaucoup trop cher, hein, et puis tous ces produits à bas prix qui étaient venus de l'Angleterre. Le libéralisme, c'est vraiment la plaie des sociétés, il faut quand même le dire, une bonne fois. On arrive au bout d'un système, là. Le libéralisme, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est le dieu Mammon, comme on dit. Hein. C'est le dieu de l'argent qui va tout prendre.
qui va tout prendre, qui va servir de référence, qui va dire le bien, qui va dire le mal. Voilà. C'est le diable, hein, on va appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça. Donc il y a une conjonction de tout ça, plus la propagande, plus le travail des loges. Oh là là, ils arrivaient, il se passait des instructions de loge en loge, et quand les gens arrivaient en réunion, la décision était déjà prise. Enfin, c'était très astucieusement fait. C'est une conjonction de beaucoup de choses, et un déchaînement de violence qu'on peine à imaginer. Je veux dire, moi, quand j'ai entendu toutes les horreurs de Daesh et tutti quanti, j'ai dit, moi, ça va, hein, la Révolution française, elle a montré le chemin. Hein, vous excitez pas sur les islamistes. Hein, nos chers républicains, ils en ont fait largement autant. Je sais pas, vous avez lu les livres de Reynald Secher sur la guerre de Vendée? Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. La matrice, c'est la révolution cromwellienne. Hein. Le modèle, Oui. c'est la révolution Oui, cromwellienne. c'est les Anglais qui montrent l'exemple au départ. Oui, ouais. Et ce qu'ils ont fait en Irlande, je veux dire, l'Irlande qui était un pays prospère, l'Irlande, l'Écosse, c'est épouvantable. C'est vraiment, c'est d'une violence effrénée, quoi. Effrénée. Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie sur la République? Ben, elle est partout. Hein. Elle est partout. Comme ils s'en vendent pas. Vous savez comment savoir si quelqu'un est franc-maçon? Vous lui posez la question. S'il répond pas, c'est qu'il l'est. Il peut pas dire non. S'il l'est, il peut pas dire non. Donc s'il dit oui, il l'est. S'il dit non, il l'est pas. S'il répond pas, c'est qu'il l'est. Voilà. Fastoche, ça. Ça marche. Maintenant, il faut avoir le culot d'aller poser la question. Moi, je le fais de temps en temps. T'es franc-maçon? Bon, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a posé la question un jour à Mélenchon. Vous êtes franc-maçon? Ça me regarde pas. Bon, bah, voilà. L'acharnement médiatique contre François Fillon pendant la campagne présidentielle vous est-il apparu comme une réaction contre la résurgence du catholicisme? Ah, ça y ressemble, hein. Ça y ressemble, hein. En partie, oui. Encore que je ne sais pas quel genre de bon catholique il est. Moi, je ne veux pas lui donner de caution de catholicisme. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et lui, il est catholique, il a les réseaux de la Manif pour tous avec lui, il ne peut pas passer. Ah non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Oui, je crois qu'il y a une espèce de panique des réseaux maçonniques face à l'émergence d'un gars qui a la réputation d'être catholique. C'est-à-dire, il ne peut pas dire qu'il l'est vraiment. Il a dit sais rien. une fois qu'il était chrétien, c'était déjà trop. Non, l'ennemi à abattre dans tout ça, c'est quand même le catholicisme. Il y a une constante. Quelles sont les populations les plus harcelées au monde? C'est les catholiques. Et les chrétiens d'Orient, c'est les Arméniens, c'est les Christéros, c'est les Vendéens. C'est la bête à abattre, c'est les catholiques. Oh les cœurs. On n'est pas encore mort. Et moi Non.